Bon, eh bien, bonjour. Je vais juste vous demander un tout petit peu de silence. On va ouvrir notre séance. Bonjour à vous tous, les futures générations qu'on espère dans l'automobile. En tout cas, c'est l'objectif qu'on a aujourd'hui tous ensemble pour cette opération qui s'appelle Mon Job at Future Auto, qui est la deuxième édition. La première a eu lieu à Paris, on s'en excuse, mais tout de suite après, quelques mois, c'est à Toulouse. C'est pour dire l'importance que revêt Toulouse et l'Occitanie pour nous. Je me présente, comme ça les choses seront faites. Mon nom est Hervé Gros, je suis directeur général de la Société des ingénieurs de l'automobile. En un mot, qu'est-ce que la Société des ingénieurs de l'automobile? C'est une association qui a 90 ans de la filière automobile et qui regroupe l'ensemble des ingénieurs qui travaillent dans l'automobile avec un objectif très simple, c'est de progresser ensemble. Voilà. Et de travailler sur tous les sujets de l'automobile pour progresser ensemble et imaginer le futur, tous ensemble. Dans ce cadre-là, il a été demandé par tous les grands patrons de l'automobile de travailler sur l'attractivité et on s'est posé une question en se disant mais finalement les jeunes générations, est-ce qu'ils connaissent bien l'automobile? Et on s'est aperçu que finalement ce n'était pas le cas du tout et qu'on a un objectif aujourd'hui, eh bien tout simplement c'est ce que l'on disait ce matin dans une petite réunion précédente, c'est de vous convaincre, et vous nous direz si c'est vrai, que profondément pour un jeune ingénieur du XXIe siècle, la vraie aventure c'est l'automobile. Vous ne le croyez sans doute pas, eh bien, on a 1h30 dans cette salle pour vous convaincre. On a après des démonstrateurs dehors, un déjeuner avec vous. Et au moment de ce démonstrateur, au moment de ce déjeuner, surtout, c'est des rencontres de proximité. Ces rencontres de proximité, parce que là, on va être un peu dans de la théorie. On va essayer de faire en sorte, avec tous les experts, d'être un peu dynamique. Et surtout, n'hésitez pas à nous interrompre. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est la rencontre de proximité. Avec qui? Avec l'ensemble des experts et des dirigeants du monde automobile qui ont aménagé leur agenda pour être avec vous aujourd'hui. Et je les en remercie. Ils vont se présenter petit à petit tout au long de ce fil rouge. Et puis devant, ici, vous avez tous les RH qui sont là aussi. Il y a plus de 14 ou 15 entreprises qui se sont mobilisées pour venir vous parler. Internationales, venant de Paris, la région parisienne, de Toulouse. Certains viennent en dehors de Paris spécialement aujourd'hui pour vous. Et puis les ressources humaines, pourquoi? Parce que c'est important aussi que vous rencontriez les responsables des ressources humaines de notre filière automobile. Et chacun se présentera, vous les reconnaîtrez physiquement pour après pouvoir discuter avec chacun tout au long de la journée. Donc vous l'avez bien compris, on a cet objectif, c'est de vous convaincre. Donc je vais remercier d'abord, parce qu'on n'a pas monté cette opération tout seul, on l'a montée avec les corps constitués, si je puis dire, de la région Occitane et de Toulouse, la Chambre de commerce, les représentants de l'État, un cluster automobile, mais l'un de ses représentants va en parler, qui s'appelle Automotech, puisque l'ensemble du monde automobile est réuni autour d'un cluster qui s'appelle Automotech. Et puis, bien évidemment, le rapprochement entre le secteur académie, les écoles et l'industrie, puisque c'est un de notre préoccupation. On ne peut pas le faire sans les représentants des écoles. Et c'était ici, dans l'Occitanie, avec Toulouse Tech, que vous connaissez. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à ceux qui nous accueillent. Tout d'abord, c'est l'ENSET qu'on remercie, puisqu'ils sont là. Et son président est là. Jean-François, quelques mots. Merci au nom de la filière, merci au nom de tout le monde de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Donc, bienvenue vous toutes et vous tous pour cette journée exceptionnelle quand même, parce que moi je tiens à le dire, c'est une journée exceptionnelle pour l'ensemble des écoles qui font que vous soyez ici présents aujourd'hui. C'est une journée exceptionnelle parce que le domaine de l'automobile, effectivement, c'est peut-être un domaine qui est pas forcément bien connu finalement des populations étudiantes, parce que sur Toulouse, on sait bien qu'on est peut-être un peu plus arrivé pour plutôt s'inscrire sur les métiers de l'aéronautique, mais sachez que, et c'est le constat qu'on fait toujours, c'est que vous avez toutes les compétences pour vous diriger vers les métiers de l'automobile, d'autant plus que ce sont des métiers, et ça je pense que vous allez le découvrir ce matin, des métiers en émergence. Donc vraiment cette journée est pour vous. Faites en sorte d'en profiter au maximum. C'est une manière pour vous, certainement, peut-être de consolider votre projet professionnel ou peut-être simplement au contraire de le réorienter, parce que je pense que vous allez être conquis par les différentes présentations, différentes interventions de l'ensemble des personnes qui ont pris de leur temps pour venir devant vous. Donc ça, je pense que c'est vraiment une chance que vous avez, une chance qu'on a nous aussi en tant que directeur d'école. Et là, je parle au nom de l'ensemble des directeurs d'école de la place toulousaine, pour lesquels vous êtes des représentants. Vraiment, profitez. Voilà, c'est vraiment
la seule chose que je veux vous dire, profitez, parce que voilà, c'est un événement qui peut-être à l'avenir fera que, parce qu'on va le répéter et parce que vous aurez été certainement des acteurs majeurs de cette journée, eh bien, fera de notre place toulousaine une place référencée par rapport aux futurs métiers de la mobilité finalement. Voilà. Donc voilà, c'est le seul mot que j'ai à vous dire, c'est profiter. Je pense que c'est vraiment l'objectif de cette journée. Merci Jean-François. Et puis souriez. Donc je sais pas, vous allez vous réveiller, mais souriez. On va tenter d'être souriant. Vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, il y a des images qui passent. Je voulais remercier, c'est des images qu'on avait déjà diffusées dans la première opération ou d'autres. Je voulais en profiter pour remercier la régie et puis tous les jeunes, jeunes, les étudiants de l'N7 et de TVN7 qui réalisent en direct l'ensemble de cette prestation, qui en plus vous la diffusez, je vous regarde, pour pas dire de bêtises, sur Twitter en direct et même en différé, vous pourrez la revoir si vous le souhaitez. Merci à vous tous et je crois que vous ferez aussi un film. C'est pour vous dire la mobilisation. Juste un tout petit mot, je ne vais pas citer les 15 entreprises qui se sont mobilisées. Vous en avez vu une grosse partie sur des slides précédentes, mais vous voyez que les grands groupes sont présents et les groupes locaux présents aussi, internationaux ou pas. Alors, on ne peut pas monter une opération comme ça, je vous l'ai dit, c'est bien beau, nous on représente la filière, mais il fallait aussi avoir un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, il est avec nous, d'abord parce qu'il a créé Automotech, parce qu'il est directeur de la prospective de Toulouse Tech, parce qu'il est administrateur de la SIA. Je ne vais pas raconter tout ce qu'il a fait, donc je vais lui demander juste, Jean-Luc Maté, pourquoi cette opération à Toulouse dans le cadre de la Semaine de l'Industrie et pourquoi as-tu souhaité que l'on monte cette opération ? Écoutez, il faudrait peut-être prendre un petit micro parce que tu sais que tu n'en as pas. Non, je n'ai pas besoin. Si. Je pense avoir un organe adapté à cet amphithéâtre. Voilà. Alors, l'ambiance est lancée. Moi, je préfère poser une question à l'Assemblée. Où est née l'électronique automobile française, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Où est née l'électronique automobile française en France? Levez la main, ceux qui connaissent la réponse. Hurlez, ceux qui la connaissent. Non, personne ne la connaît. Toulouse. Oui! L'électronique automobile française est née à Toulouse en 1979 de la volonté de la Régie nationale des usines Renault et de son collègue confrère américain Bendix Electronics qui ont voulu créer un pôle électronique automobile en 1979. C'était donc l'année prochaine 40 ans. Et ça ne s'est pas arrêté pendant 40 ans. La machine a tourné. Aujourd'hui, 120 entreprises dans Midi-Pyrénées travaillent pour le secteur automobile. 12 000 collaborateurs dans l'industrie. Je ne parle pas des services, je ne parle pas de l'aftermarket, je ne parle pas du garage du futur, je parle uniquement de la partie amont industrielle et exporte 2,6 milliards d'euros sur la planète d'exportation de produits, fabrique un très très grand volume, des millions de pièces, des millions de calculateurs et de systèmes sont fabriqués sous nos tropiques sans que quasiment personne le sache. Donc vous ne connaissez pas votre territoire, vous ne connaissez pas l'industrie automobile en Midi-Pyrénées, vous ne savez pas tout ce qui s'y fait exactement, mais la filière hydrogène, mais le véhicule connecté, mais le véhicule autonome, mais le véhicule propre. Ici, nous sommes à l'N7. Et si le véhicule électrique aujourd'hui s'est développé, eh bien, il y a beaucoup à devoir à l'N7 notamment, qui a réalisé un certain nombre de sujets qui ont permis au niveau des moteurs, les machines, les convertisseurs, d'être à la pointe sur la réalisation de ces éléments qui sont aujourd'hui indispensables aux véhicules du futur. Donc, pourquoi Toulouse? Parce qu'en fait, Toulouse, c'est vraiment l'endroit où l'intelligence de demain se conçoit et tous les gens qui sont autour de moi, eh bien, ils vont vous expliquer finalement ce qu'ils y font et d'autres pourquoi ils ont envie d'acquérir des ingénieurs en provenance de vos écoles. Qui vient d'Albi? Oui, ils sont là. Les gens qui s'intéressent à l'allègement du véhicule, au process de fabrication sont là. Il n'y a pas que l'électronique et l'intelligence artificielle, il y a aussi les usines, la fabrication, les procédés, les matériaux. Qui vient de Tarbes? Oui, ils sont là, les mécaniciens, les gens qui s'intéressent aussi à l'industrie, on va dire, à l'industrie du futur, l'école d'ingénieurs de Tarbes. Qui vient de l'ISAE? Ouh là là! Oui, ils sont nombreux.
Oh là là, l'aéronautique n'est pas encore descendue sur Terre, je vois. Qui vient de l'UPS. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, il y a des progrès. Donc nous sommes sur Mon Job at Futur Auto 2018. Donc j'espère qu'en 2019, il n'y aura plus assez de place sur cet amphithéâtre pour accueillir l'ensemble des étudiants qui se précipiteront parce qu'ils auront entendu que l'événement 2018 a été extraordinaire. Donc oui, il se passe autre chose à l'ombre des ailes d'Airbus. Il se passe autre chose ici, d'autres choses intéressantes. Et je pense que je vais passer la parole immédiatement à mes confrères qui vont vous le raconter. Merci Jean-Luc. Alors juste un tout petit point. 14 entreprises, tout le monde ne peut pas intervenir parce qu'autrement on va passer la journée tous ensemble. Donc on a fait un certain nombre de choix, enfin pas de choix, c'était par rapport à l'organisation de départ de notre fil rouge. Donc vous l'avez vu, sont avec nous les groupes Renault et PSA pour les constructeurs, les grands équipementiers avec Plasticomium et Continental, des importantes sociétés d'ingénierie internationale, IAV et AVL, on va vous raconter, et puis des acteurs comme Actia, acteur important ici dans la région, EasyMile, et puis une start-up, mais on y reviendra tout à l'heure, qui est avec nous. Mais il y a aussi d'autres, bien sûr, qui sont avec nous. Il y a les sociétés, les groupes Bertrand internationaux. Est-ce que les représentants de Bertrand sont là et peuvent se présenter pour que vous les reconnaissiez? Bien, très bien. On a LLD Technologies. Et vous êtes là? Et ben voilà, donc vous voyez, donc le but du jeu, c'est que voilà, on a reconnu monsieur, et donc surtout tout à l'heure dans les rencontres de proximité, vous allez aller vers monsieur qui nous accompagne et qui surtout est venu à votre rencontre, ainsi que Safra. Voilà, ben vous pouvez vous tourner pour qu'on vous voit plutôt. Moi je serais vous, je me lèverais comme ça, tout le monde vous verrait, mais bon, comme vous voulez. S2I, je ne sais pas si je le dis bien, SII, vous êtes là. On a aussi LGM, NXP. Les amis d'NXP, NXP, ils sont ici, voilà. Très bien. Faircho, êtes-vous ici? C'est peut-être cet après-midi. LGM, je l'ai dit, et Bertrand, je l'ai dit aussi. Eh bien, écoutez, voilà. Eh bien, écoutez, on va attaquer. Donc, ce que l'on veut vous raconter, on veut vous parler de 2 choses ou 3 choses précisément aujourd'hui. C'est quoi le véhicule du futur? C'est quoi les compétences? Et puis surtout, on va vous raconter en quoi nos organisations elles-mêmes sont en train de changer radicalement. Et on se soigne pour essayer de ne plus être une vieille industrie, mais d'être une industrie qui se start-upise, si je puis dire, en un mot qui devrait et qui doit correspondre à ce que vous êtes, c'est-à-dire pas à ce que nous, on a connu et notre génération, mais ancré complètement dans un temps moderne. Alors la première partie, c'est la voiture de demain. Alors est-ce qu'il y a des choses différentes demain matin, aujourd'hui, par rapport à celles de mes grands-parents, de mes parents, et j'allais même dire de moi-même? Alors on va commencer avec un représentant de PSA. Il vient de loin. C'est un des dirigeants. Il est avec nous. Et Laurent Declercq. Merci d'abord Laurent d'être là. Je vais faire ça auprès de chacun d'entre vous. Je vais juste vous demander au départ de vous présenter. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de raconter un peu votre parcours personnel. Parce que là, on est sur des histoires personnelles. Alors Laurent, l'histoire personnelle de Laurent Declercq, c'est pas que Renault, c'est que Renault et les études. Bon, on va la faire en version courte parce que je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai rejoint le groupe PSA il y a 30 ans. Au travers de 2 stages. J'ai été embauché mi-90. J'étais d'abord ingénieur motoriste, donc aucun ostracisme. Pendant 6 ans, ensuite j'ai fait du développement projet pendant 18 ans, d'abord technique, adaptation moteur sur la 206. Et ensuite, ma carrière s'est poursuivie jusqu'à la direction de projet sur la nouvelle Peugeot 308. En septembre 2014, j'ai pris la direction d'une direction de la R&D qui s'appelle la direction de l'architecture physique et fonctionnelle, qui est en gros la direction de la synthèse automobile. Et depuis octobre l'année dernière, j'exerce cette fonction depuis Rüsselsheim, en Allemagne, où je monte cette même direction de synthèse auto. Voilà un parcours intéressant. Alors, Laurent, de ton point de vue, c'est quoi le véhicule du futur ? On va essayer d'être difficile. J'ai combien de temps ? On va être assez court parce qu'on a beaucoup de questions avec vous tous. Il faut être très modeste. Donc on va dire qu'on va être d'abord très modeste dans la prédiction. Je voulais faire l'exercice, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je promets de le faire un jour. Je regarderai ce que les gens disaient il y a 10 ans de ce que serait l'automobile aujourd'hui. Je pense qu'on aurait des surprises. Donc on va rester très modeste.
L'automobile, elle s'ancre d'abord dans des tendances sociétales de fond, incontestables, la mondialisation, l'urbanisation. La population de la ville de Shanghai a presque doublé depuis l'année 2000. Le vieillissement de la population, 3 fois plus d'octogénaires qu'aujourd'hui en 2050. La prise de conscience environnementale, et puis bien entendu le tous connecté. Vous connaissez tous cette image de la nomination du pape. Ouais. À quelques années d'intervalle, où d'abord on avait des appareils photo et ensuite des smartphones. Donc la voiture va s'inscrire dans ces tendances-là, elle va être propre, la transition énergétique est en marche, on prévoit 15% de véhicules électriques en Europe en 2025, à peu près 25% en 2030, et des véhicules électriques qui vont présenter une autonomie pratique de l'ordre de 500 km, ce qui permettra de les sortir de leur carcan actuel, de ne pas trop s'éloigner des prises de recharge. La voiture sera autonome. Je laisserai mes collègues en parler, mais il est plus difficile à mon sens de prévoir la vitesse de déploiement du véhicule autonome en raison du coût du set de capteurs pour un véhicule autonome niveau 4, à peu près 10 000 €. Mais le consumérisme, en particulier l'Euro NCAP en Europe, et les bénéfices en sécurité réels, puisqu'on vise une division au moins par 10 du nombre d'accidents grâce aux véhicules autonomes, nous y pousserons et nous y conduirons naturellement. Le véhicule sera connecté, c'est déjà une réalité. On a des navigations connectées dans nos voitures, on fait de la mise à jour over-the-air des calculateurs, on fait de la télémaintenance, on accède aux véhicules par smartphone, on peut déléguer l'accès, tout ça c'est déjà aujourd'hui, mais la connectivité va nous permettre de multiplier les fonctions et les services connectés dans nos voitures. Et enfin, la voiture sera de plus en plus un objet de mobilité. On passe vraiment de la possession à l'utilisation, ce qui multiplie les usages, les cas d'usage, et en particulier en lien avec les fonctions, les services connectés. Donc l'automobile s'adapte à son environnement sociologique, s'adapte à son environnement géopolitique, dans un monde moderne que vous connaissez très bien, qui est en pleine accélération technologique. Et en y réfléchissant, le mot-clé, en fait, c'est l'intégration. On passe vraiment d'un objet automobile qui était un objet isolé, synonyme d'une certaine liberté individuelle. La liberté, c'était avant l'apparition des smartphones, c'est une notion qui a disparu. Et un vecteur de mobilité qui est vraiment intégré dans un environnement global, mouvant et en pleine accélération. Un dernier mot, la constante, c'est l'accessibilité en coût de l'automobile. On est toujours dans le domaine de la grande série et ça présente un certain nombre de contraintes que ne connaissent pas d'autres industries, certaines assez proches d'ici. Et la facilité d'usage, parce que on sait que les phases critiques pour un véhicule autonome, c'est pas quand le véhicule roule en autonome, c'est quand le conducteur va devoir reprendre la main. Et Monsieur Michu, qui va reprendre la main de sa voiture autonome, n'est pas un pilote de chasse surentraîné. Ce qui pose des défis tout à fait particuliers dans l'interface homme-machine et l'ergonomie cognitive. Tout ça tisse des challenges techniques qui sont sans commune mesure avec ce que j'ai connu pour ma part en début de carrière, qui impliquent des domaines scientifiques complètement nouveaux pour l'ensemble de la filière automobile. Merci Laurent pour cette précision, je n'allais pas dire cette précision, cette synthèse de ce que sera le véhicule du futur que tout le monde partage autour de la table ici, je suppose. Donc les nouveaux usages, la mobilité sont des mots, ils ne sont pas que des mots, j'allais dire. Véhicule autonome, électrification, véhicules connectés, nouveaux usages. Toute cette complexité dont on disait dans un congrès qu'on avait avec l'aéronautique, ici même à Toulouse au mois de février, Jean-Luc, début février, on s'est dit, finalement, il n'y a pas que l'aéronautique. On s'est surtout dit avec les gens de l'aéronautique que notre monde et les mutations technologiques dans l'automobile sont bien plus complexes. Nous disaient les gens d'Airbus et de l'aéronautique que le monde aéronautique, c'est la raison pour laquelle, changement d'équilibre aujourd'hui, pendant des années, le monde automobile, les ingénieurs frappaient dans le secteur et la filière aéronautique, parce que c'était là où les choses se passaient. Et là, petit changement, on a vu les ingénieurs en cours de carrière venir frapper aux portes du monde automobile parce que manifestement tout le monde a compris que les choses changeaient et que la vaste mutation était là. Laurent vient de parler des véhicules autonomes, on a un spécialiste à côté de moi, puisque je suis venu juste à côté de toi. Éric Devernard du groupe Renault, même petite question avant mes questions, si je puis dire.
ton parcours. Tu es un peu un régional de l'étape, toi, non? Un peu, oui. Juste un peu. Alors ma formation, c'est ingénieur à Supméca à Paris, Ça, ingénieur mécanicien. C'est pas très grave. Voilà, vous me pardonnez. Et pour me racheter, je suis venu une année à Toulouse, à Supaéro, pour compléter ma formation avec un master en technique aéronautique et spatiale. Mais finalement, juste après, j'ai été rapidement vers le domaine automobile, donc embauché par Renault. Et je peux rappeler mon parcours parce qu'il il illustre effectivement l'évolution de l'automobile. J'ai commencé vraiment par un métier mécanique, de mécanicien, donc j'ai mis en œuvre tout ce que j'avais appris à l'école pour améliorer la durabilité et l'allègement des véhicules. Donc là, vraiment, pendant 10 ans, l'application de ce métier mécanicien. Et puis, en fait, dans les années 2000, sont arrivés et se sont déployés tous les systèmes mécatroniques, donc tout ce qui va améliorer le comportement du châssis. Donc vous connaissez l'ABS, l'ESP, mais on a travaillé aussi sur le 4 roues directrices, on a travaillé sur les DAE pilotés, direction pilotée, et également les amortissements pilotés du châssis. Et donc mon métier, c'était de coordonner tous ces systèmes du châssis avec un nouveau cerveau qui allait piloter tous ces actionnements du châssis. Et puis en 2010, nouvelle étape dans l'évolution de l'automobile, c'est l'arrivée des assistances à la conduite, donc avec des capteurs qu'on voit maintenant se diffuser, les radars, les caméras, les ultrasons, proposés aux clients dans les années 2010 de plus en plus d'aide à la conduite. Donc vous connaissez bien sûr le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, mais agrémenté de capteurs, on peut faire un régulateur adaptatif qui s'appelle ACC et qui permet de gérer en fait la vitesse du véhicule en fonction des véhicules environnants. On peut aussi guider la voiture dans sa voie, et voilà ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, en finissant aujourd'hui sur le véhicule autonome, qui est l'évolution naturelle sur les aides à la conduite. Alors, chef de projet innovation sur le véhicule autonome, Laurent en a parlé un peu, soit sur les coûts, soit en disant que c'était pas obligatoirement pour demain matin dans les rues, mais bientôt. Alors, c'est quoi le véhicule autonome? Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le véhicule autonome, quand même, partout. Positivement ou négativement, mais est-ce qu'on peut remettre l'église au milieu du village sur le véhicule autonome? On peut effectivement essayer de définir ce qu'est le véhicule autonome. J'ai envie de dire, le véhicule sera de plus en plus électrique, de plus en plus connecté, de plus en plus autonome. Ça va être progressif, ça ne sera pas du jour au lendemain, vous ne serez pas dépossédé de votre responsabilité de conduire. Ça va arriver progressivement. Donc, les aides à la conduite aujourd'hui et à terme le véhicule complètement autonome. Alors cette progressivité est définie par une échelle internationale, par la SAE, de 0 à 5. 0, le véhicule n'est pas autonome, et 5, le véhicule est complètement autonome, et vous n'avez plus rien à faire que de vous laisser conduire. Donc il y a des étapes, on voit bien, 1, 2, c'est encore le domaine des aides à la conduite. À partir du niveau 3, le conducteur pourra quitter temporairement les yeux de la route, et sera rappelé à l'ordre si jamais il se passe quelque chose d'imprévisible. Et le niveau 4 est un niveau intéressant, donc sur lequel je travaille dans le projet, j'anime ce projet depuis 3 ans. Le niveau 4, c'est la promesse au conducteur d'être libéré, bien sûr, assez longtemps d'une tâche de conduite rébarbative. Alors, bien sûr, le plaisir de conduite, on ne l'oublie pas. Le conducteur peut conduire à tout moment, il peut reprendre en main s'il le souhaite. Par contre, il y a des moments de la conduite qui sont vraiment pas passionnants, donc les bouchons ou les longs trajets sur autoroute, et c'est typiquement ça sur quoi on travaille. Donc le niveau 4, avant d'atteindre le niveau 5, dit juste que le domaine d'usage est limité. Donc on va commencer par proposer et déployer du véhicule autonome sur les autoroutes. Mais vraiment, le conducteur pourra lâcher les mains et quitter les yeux de la route, voire quitter, on va dire, l'esprit, pourra s'adonner à d'autres tâches, regarder une vidéo, lire un journal. Voilà ce qu'on travaille. Alors effectivement, les technologies sont encore un petit peu chères. 10 000 €, donc c'est les coûts actuels, mais on pense bien progresser de ce point de vue. On a des courbes de décroissance qui vont naturellement arriver avec des capteurs qui vont se diffuser. Ce qui est sûr, c'est que la promesse au client, c'est plus de sécurité. Naturellement, on va détecter de mieux en mieux l'environnement. C'est plus de plaisir, enfin de sérénité, notamment dans les bouchons, et c'est plus de temps libre. Voilà ce qu'on vise à faire. Donc, en termes de technologie, il y a toute une palette de capteurs. Donc, j'ai parlé des radars, caméras, ultrasons, et puis on voit arriver les lasers, les lidars, qui renvoient des nuages de points qu'il faut traiter. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Bien sûr, il y a le traitement de toutes ces informations avec du software. Donc, il y a un nouveau métier de fusion d'informations, de décision à prendre qui est en train de se développer. Il y a toute l'architecture redondée, puisque en cas de défaillance, il faut basculer dans un mode sûr, donc un petit peu à la façon des avions. On introduit un certain niveau de redondance sur les actionneurs, sur le réseau à bord, sur les batteries. Donc ça aussi, c'est nouveau, cette redondance dans le domaine automobile.
On peut parler de positionnement sûr, on peut parler aussi d'IHM, effectivement, c'est très important, cette transition entre la conduite manuelle et la conduite autonome. Donc on travaille très fortement sur ces moments clés de la conduite autonome. Avec beaucoup de compétences, on va y revenir dans quelques instants, et on travaille par des croisements de filières aussi, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas travailler le véhicule autonome sans penser aux navettes, sans penser au transport public autonome, sans penser au transport de marchandises aussi. On travaille tous ensemble sur l'ensemble des croisements de filières, des compétences qui viennent d'ailleurs. C'est drôle parce que vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Je ne vais pas vous passer tout de suite, Eric, la parole, mais c'est marrant parce que les gens de l'autonome ne se connaissaient pas, mais naturellement, ils sont assis l'un à côté de l'autre. C'est étrange. Ça se complexifie quand même, là, de plus en plus. Alors, Jean-François Bérard. Jean-François, je vais juste dire un tout petit mot avant que tu nous racontes pour commencer ta carrière. En tout cas, tu es là et je remercie parce que tu es un des grands dirigeants d'un grand groupe qui s'appelle Plasticomium. Tu es là aussi en tant que membre du comité technique automobile. Le comité technique automobile regroupe les têtes de pont de la filière automobile, c'est-à-dire les 6 grands équipementiers, les 2 grands constructeurs qui tirent la filière automobile française sur les nouvelles technologies et les positions françaises sur les technologies. Et tu es le représentant de Plasticomium, tu es un des 6 membres. Et c'est à ce double titre que tu nous as fait l'amabilité d'être avec nous aujourd'hui. Donc je disais, donc une petite question. Tu vas pouvoir te présenter. Ça se complexifie de plus en plus et comment tout ça s'organise? Je me présente d'abord ou je... Oh oui, ouais. parce qu'on aimerait bien savoir qui tu es. Bon, alors, donc, je m'appelle Jean-François Bérard, je suis ingénieur des arts et métiers et d'Harvard Business School. Donc, je ne suis pas un spécialiste en électronique, mais j'avais des cours d'électronique quand j'étais aux arts. J'ai commencé ma carrière dans l'automobile. Je suis, je crois, un pure play automobile chez Renault pendant une dizaine d'années. Puis ensuite chez Valeo, un équipementier automobile, avant de rejoindre Plasticomium. Je trouvais l'intérêt d'aller chez un constructeur et chez un équipementier était finalement d'avoir une vision plus transversale du métier. Quand on est chez un constructeur, on comprend la genèse complète du produit, du premier coup de crayon à sa production, mais quand on travaille chez un équipementier, en fait, on travaille avec tous les constructeurs automobiles. Et pour le coup, on voit des cultures différentes, des approches techniques différentes, des visions différentes. Et à ce titre-là, je pense que c'est très intéressant. Alors la complexité, elle est bien là. Plasticomium, il n'y a pas un seul mot sur l'électronique. On voudrait d'ailleurs s'appeler Electronicomium parce qu'il y a de plus en plus de capteurs dans les pare-chocs, il y a de plus en plus d'automatisation des portes de coffre, il y a de plus en plus d'électronique partout, de mécatronique, de plastronique, tout ça fait partie maintenant complètement de notre vie quotidienne. On est parti il y a une quinzaine d'années avec un ingénieur électronicien. Le gars, il venait de chez Maniti Marelli, il était un peu fou de nous rejoindre parce qu'une personne seulement pour faire de l'électronique, ça c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, entre les nouvelles énergies et les activités d'électronique sur les produits commercialisés, on a à peu près 250 personnes dédiées à ça. Plasticomium est un groupe français, mais nous sommes partout dans le monde. Donc pour les jeunes talents, les gens qui ont envie de faire de l'électronique et de parcourir le monde, eh bien, un équipementier automobile peut aussi apporter, je dirais, cette dimension. Alors aujourd'hui, évidemment, on voit arriver les véhicules connectés, on voit arriver les véhicules autonomes, on voit arriver les véhicules électriques. Chez Plasticomium, on a 2 divisions. Une division qui s'occupe des pièces extérieures de carrosserie. Et donc, pour le coup, eh bien, dans les pare-chocs, vous avez énormément de capteurs. Donc, tous ces capteurs viennent chez nous. Alors, soit ils sont développés par d'autres équipementiers, nous les intégrons et nous les commercialisons, soit nous en concevons d'autres qui sont, eux, pour le coup, complètement intégrés directement dans la matière, dans le produit pour faire la fonction qu'ils ont prévu de réaliser. Et puis de l'autre côté, on a une activité qui est auto-énergie. Donc auto-énergie, dans énergie, il y a énergie. Et énergie from the inside, énergie de l'intérieur. Donc on fait du stockage d'énergie. Donc on a commencé avec des réservoirs à carburant. On a complété avec des systèmes de dépollution pour les moteurs diesel. C'est pas très à la mode, mais je vous assure, si on les utilise bien, les diesels, ça peut ne pas polluer. Mais c'est pas politiquement correct. Et puis on travaille aussi sur les nouvelles énergies. Alors évidemment, quand on est fabricant numéro 1 mondial des réservoirs à carburant et qu'on nous parle de voitures électriques, le business en 2050, c'est 0. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise? On doit se transformer, on doit s'adapter, on doit muter. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment au travers de ces nouvelles énergies, à travers de l'hydrogène. On n'a pas investi il y a 15 ans, peut-être on n'a pas cru dans le véhicule électrique et pour le coup on a passé un petit peu la
la main, mais le véhicule à hydrogène est un véhicule électrique qui a une source d'énergie qui est évidemment différente et pour laquelle on a besoin énormément de compétences en électronique parce que la pile n'est pas que de la chimie, il y a aussi toute la gestion de la pile, ce qu'on appelle le balance of plant, il faut gérer les flux, il faut gérer le fonctionnement de chacune des cellules, si elles sont en bonne santé, pas en bonne santé, il faut pouvoir gérer tout ça et puis permettre à la mobilité de s'opérer avec une autonomie maximale et donc pour le coup on voit bien aujourd'hui que même sur un véhicule électrique pur, toute la gestion de cette énergie devient fondamentale. Voilà, donc c'est beaucoup de complexité, beaucoup de changements, beaucoup de mutations. Tu l'as dit ce matin, je crois que moi j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile, j'ai jamais vu le monde changer comme ça. Franchement, c'est dingue. Les patrons de tous ces groupes, ils sont tous inquiets parce que ça change complètement leur façon de travailler, ça change complètement la notion de mobilité. Aussi, on parle d'autonomie, d'automobile, mais on devrait parler de mobilité parce que l'automobile n'est qu'un maillon de la mobilité au sens large. Et on en parlera un peu plus tard. Eh bien, ça va aussi dans les bus, ça va aussi dans les vélos électriques, ça va aussi dans les Segway, dans d'autres façons de se déplacer. Et finalement, il y a un espèce de continuum de la mobilité dans lequel l'automobile fait, je crois, une grande partie et peut apporter beaucoup de choses intéressantes. Un dernier point, c'est que l'électronique, c'est pas que du produit, c'est aussi de la production. Et quand on parle d'industrie 4.0, je crois que c'est important de souligner qu'il y a énormément de métiers autour des big data. On a besoin de scientifiques, on a besoin de gens qui comprennent les données, de gens qui nous permettent de comprendre comment une pièce qui est fabriquée dans tout le processus va sortir bonne à la fin. Et avec tout ça, eh bien, comment on va pouvoir optimiser pour réduire les coûts et faire nos usines un peu plus automatisées. Voilà. Donc il y a plein de métiers partout. Et le monde va très très vite, hein. On se disait tous qu'on est très très vite largué hein, dans les technologies. On s'accroche. Je regarde les RH parce que les RH ils bossent aussi sur la formation continue parce que même à 35 ans ou à 40 ans, on est très vite largué et il faut se mettre au goût du jour tant les technologies vont extrêmement vite. On le disait, bon, voilà, on a parlé un peu avec des nationaux, donc on va se tourner vers des régionaux, hein, vers des entreprises créées un peu à Toulouse. Donc je vous l'ai dit, il est assis à côté d'Eric, spécialiste de Renault de véhicules autonomes. On le disait, il n'y a pas que le véhicule particulier, il y a aussi les navettes. Il y a une très belle boîte ici, hein, internationale à Toulouse, qui s'appelle EasyMile. Alors Pierrick, merci, vous êtes le plus jeune d'entre nous manifestement. Non, Antoine, mais vous êtes un start-upper, vous c'est différent. Donc vous êtes le plus jeune, merci d'abord d'avoir accepté d'être là. Alors en un mot, rapidement votre parcours, alors c'est quoi EasyMile ? Et votre vision justement de tout ça? Alors, merci. EasyMile, on est une start-up de bientôt 4 ans, une centaine de personnes. Une grosse start-up. Donc, on travaille principalement sur une navette, notre démonstrateur, et d'autres projets de transport de personnes et de marchandises de façon totalement autonome. Ça consiste en quoi? C'est quoi les expérimentations? Qu'est-ce qui se passe avec EasyMile à Singapour ou à Toulouse? Alors c'est toute la partie robotique, donc automatisation de tout le transport. Donc l'aspect scientifique, l'aspect détection d'obstacles, l'aspect navigation, localisation. Et à la fois le déploiement, la gestion de flotte, donc qui sont des tâches d'ingénierie et de recherche également. C'est une réalité ou pas les navettes autonomes aujourd'hui? Alors oui, on a des produits, on en vend, donc sur des sites contrôlés, fermés. Des campus, des parcs. Et donc l'idée est de les développer, d'augmenter la vitesse tout en gardant la sécurité. Je vous ai jamais eu au téléphone, donc tant pis, hein, on n'a pas du tout évoqué ce qu'on allait dire ensemble. Je regarde Eric et je me dis, mais pourquoi vous n'êtes pas chez Renault ou chez PSA pour traiter ça? Pourquoi vous traitez ça chez EasyMile? Vous êtes comme tous les jeunes ici en vous disant finalement les grandes entreprises c'est pas très attirant, une start-up c'est plus rigolo. J'ai vu qu'en plus Gilbert Gagnère, son créateur, avait lancé ça à Singapour. Donc start-up, vision internationale, c'est plus excitant que de venir chez Renault ou chez Continental? Alors j'extrapole. Là je veux pas vous enfermer, vous mettre mal à l'aise. Hein. Non, je vais un peu extravoler, mais je pense qu'on a plus de marge de manœuvre puisqu'on a moins de contraintes pour avoir un grand groupe, donc on peut toucher à toutes les problématiques et proposer des solutions qui sont un petit peu innovantes. Plus disons, tout le monde le fait, mais
plus récentes. Mais vous allez voir tout à l'heure que les grands groupes vont vous expliquer qu'ils sont extrêmement agiles. Restez jusqu'au bout pour l'entendre. Hein. Merci en tout cas. Mais les navettes de transport public, EasyMile, les navettes de transport public sont une réalité aujourd'hui. Et on travaille tous ensemble dans justement ce transport intelligent avec les grandes agglomérations. Et c'est là où il y a aussi des croisements de carrière. On peut faire une carrière sur les véhicules autonomes en étant un jour à la RATP, chez EasyMile le lendemain, chez PSA, chez un équipementier, une société d'ingénierie. C'est ça qui est assez formidable pour votre génération autour de cet ensemble. Merci Pierrick, on reviendra vers vous. Vous nous l'avez donc expliqué, j'ai perdu donc avec tout ça. Oui, on va rester un tout petit peu, dans l'univers toulousain. Alors EasyMile, c'est récent. Il y a une grande société qui est plus ancienne, elle s'appelle Actia Automotive. Et elle a 30 ans. Qu'est-ce que vous dites-nous d'abord quelques mots vous concernant quand même, parce que Pierrick n'a pas voulu le dire sur lui, mais vous... Donc Guillaume Porte, je suis expert contrôle moteur. Donc mon boulot, c'est de faire tourner des moteurs électriques pour l'automobile et les bus. Je suis un ingénieur N7 électromécanique, donc un pur N7. Thierry voulait qu'on vous applaudisse si vous êtes un pur N7, mais ici il n'y a pas que de l'N7, hein, donc alors bravo. C'est Jean-François Rouchon qui est très content de vos applaudissements, hein, Monsieur le Président. Voilà. Donc Jean-François était mon professeur de mécanique et nous avons collaboré ensemble sur des activités de recherche. Moi, je suis un pur produit de l'aéronautique à la base et après 12 années dans les commandes de vol électriques, je suis passé, disons, du côté automotive avec grand plaisir et parce qu'en fait, c'est un secteur qui est dynamique. Quand vous bossez dans l'aéro, vous faites beaucoup de papiers, beaucoup d'études et vous montez jamais dans un avion, que quand vous faites du contrôle moteur de véhicules électriques, vous faites votre contrôle moteur, vous appuyez sur le bouton, vous le téléchargez et vous allez essayer le véhicule. C'est quelque chose de très concret quand vous faites, je pense, par rapport au secteur aéro. L'ingénierie automotive est très concrète dans sa manière dont on travaille. Voilà. Et Guillaume, vous pensez donc que l'aéronautique, c'est le côté obscur et que l'automobile, peut-être. Ouais. Très bien. Alors, juste un tout petit mot, puisqu'on est... alors, je voulais dire à chacun d'entre vous autour et dans la salle, vous pouvez nous interrompre quand vous voulez. D'abord, il y a des experts ou autres qui peuvent prendre la parole pour nous interrompre sur des sujets. Entre vous, vous pouvez vous interrompre, vous n'êtes pas obligé de suivre mon petit fil rouge, hein. Donc, pour que le débat ait lieu. Puis, certains avaient dit que ça allait être un ring. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait une opération à Paris, on n'était pas dans un amphi, on avait construit un ring. Donc, il y avait eu un petit peu de combat positif entre les étudiants et nous-mêmes. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que ce qu'ils disent n'est pas assez clair ou vous avez des questions à poser. Je ne vais pas à chaque intervention vous interpeller en disant est-ce qu'il y a des questions, parce que ça va être un peu pénible. Mais surtout, levez la main, intervenez, on peut être interrompu, on aime bien ça. Je vois qu'il y en a même certains qui préparent leur micro pour peut-être intervenir déjà. Juste un petit mot, on le disait, donc EasyMile, j'aime bien qu'on parle un peu quand même régionalement. Actia, c'est vraiment un groupe international aujourd'hui. Création à Toulouse quand même, hein. Parlons, Jean-Luc Maté l'a dit au départ, hein. Toulouse de plus en plus devient le centre, allez, ça va te faire plaisir Jean-Luc, le centre du monde de l'automobile. Donc Actia était un des précurseurs. Exactement, donc l'ADN d'Actia est à Toulouse. On a donc notre maison mère qui est à Toulouse avec notre centre d'études de 400 personnes, donc juste à côté, au sud de Toulouse, à Pouvourville. On est aussi très fiers d'avoir une usine à Toulouse qui est capable de faire de la grande série automotive, une usine de 400 personnes. Et on arrive à produire à Toulouse avec des coûts vraiment excellents, jusqu'à des 2500 cartes électroniques pour du véhicule industriel, ici juste à côté de Toulouse. Et c'est une vraie performance pour cette entreprise. Voilà. On peut faire des carrières internationales chez Actia. Si on est une société toulousaine, on peut avoir une carrière internationale dans l'automotive. Tout à fait. En fait, nous, notre développement est à l'international, donc on a des front desk, notre chiffre d'affaires se fait à l'international, et donc toutes les remontées de nos clients se font par l'intermédiaire de nos filiales externes,
Et ensuite, on développe en interne suivant les besoins du client qu'on recueille à l'international. Donc vous voyez, vous êtes étudiant à Toulouse, vous n'êtes pas tous obligatoirement occitans ou toulousains, vous venez peut-être d'ailleurs, mais vous adorez votre vie à Toulouse, donc vous pouvez commencer votre carrière professionnelle à Toulouse, mais tout en ayant une vision internationale. C'est ça qui est intéressant, que ce soit avec Actia, avec d'autres, EasyMile, ou que ce soit même avec d'autres groupes internationaux installés ici. On parle là des véhicules du futur, globalement, des entreprises. J'allais dire, autrefois, en tout cas pour nos grands-parents, il y avait des constructeurs. Tout se passait chez les constructeurs, qui avaient des fournisseurs. On ne parlait même pas de partenaires, mais l'ingénierie, globalement, et toute cette complexité, ça se passait chez le constructeur. Ce monde a bien changé, donc je vais poser cette question de savoir comment tout cela fonctionne à Mehdi Ferrand. Mehdi est directeur de la stratégie et surtout, il est président du comité de la recherche automobile, le conseil de la recherche automobile. Le conseil de la recherche automobile, c'est le conseil des dirigeants innovation R&D du monde automobile, qui travaille sur la recherche automobile pour porter encore une fois les points de vue de la filière. Mehdi, merci d'abord d'être là aussi. Allez, je vois que tu es assis à côté de quelqu'un, à côté de Laurent de PSA, donc ça va te rappeler quelque chose. Ton parcours rapidement, et puis cette question, c'est finalement, le constructeur est toujours évidemment extrêmement important, c'est un ensemblier, mais il n'est plus tout seul. Oui, tout à fait. Merci d'abord de l'invitation, on est très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Moi, mon parcours, il n'est pas à Toulouse. Il a commencé par un diplôme d'ingénieur aux techniques avancées en région parisienne. Et puis, je suis parti très vite à l'international. J'ai fait un double diplôme en année Erasmus à Madrid, à l'Université Polytechnique dans les domaines industriels et des systèmes de transport. Et puis ensuite, j'ai intégré PSA. Il y a une quinzaine d'années. Donc, mon premier job chez PSA, c'était un job de recherche sur les piles à combustible et l'hydrogène. Donc déjà, il y a 15 ans, il y avait des travaux de recherche qui essayaient de projeter les technologies et de réfléchir à comment rendre viable une mobilité décarbonée pour tous. Ensuite, j'ai évolué dans le domaine de la recherche dans les systèmes de dépollution et puis j'ai fini par rejoindre la Chine où j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à Shanghai avec d'ailleurs les équipes de Laurent pour développer des chaînes de traction sur le marché chinois avec un ensemble de composants du groupe motopropulseur, donc des moteurs, des boîtes de vitesse, des systèmes de contrôle-commande. Et puis ensuite, j'ai rejoint Plastic Omnium. Alors Plastic Omnium a eu, comme le disait Jean-François tout à l'heure, un grand virage technologique il y a 5-6 ans avec la création d'activités mécatroniques, plastroniques. Et mon job a été pendant 3-4 ans de créer un département lié à l'ingénierie mécatronique à Compiègne, mais un département mondial. Et ce qui était intéressant avec cette création, c'est que bien sûr, il fallait une masse critique d'ingénieurs. Donc on a recruté à peu près 80 ingénieurs avec Charlotte et les équipes ressources humaines. Et surtout, on a projeté ces équipes à l'international en ouvrant des bureaux, une antenne à Détroit, à Électronique, une antenne en Corée, une antenne au Japon. Et donc tout ça, c'est très globalisé. Un des points de ta question, Hervé, c'était comment est-ce qu'on travaille dans la filière et comment le modèle s'est transformé. En fait, de plus en plus, à la fois les constructeurs et les équipementiers sont devenus des ensembliers ou des intégrateurs de systèmes. On est de plus en plus dans une chaîne de valeur qui est intégrée. On travaille en partenariat, en collaboration ouverte. Et ce qui a marqué pour moi les dernières années, c'est le fait que de plus en plus, on intègre des modules. Les constructeurs automobiles assemblent des boîtes de Lego de plus en plus grosses et ils ont besoin pour cela d'une filière complète qui va des équipementiers de rang 1, des équipementiers de rang 2, des laboratoires et des universités qui vont être capables d'être des contributeurs de ces ensembles. Auquel il faut rajouter les startups, les sociétés d'ingénierie. C'est cet ensemble, la filière est très 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 grande en fait. Oui. Pardon. Absolument. Et un exemple, alors je réfléchissais à des exemples sur la globalisation. Moi, ce qui m'a intéressé dans les projets là, que j'ai pu regarder, c'est un projet qu'on a développé chez Plastic Omnium il y a 3-4 ans, qui est le réservoir à carburant des véhicules PHEV. PHEV, ça veut dire plug-in hybride électrique véhicule. C'est des véhicules qui ont un moteur à combustion interne et qui ont aussi une batterie et une prise de courant. Et la genèse du process de développement et d'industrialisation de ce produit a d'abord démarré aux États-Unis, en benchmarkant des voitures de General Motors. Il y avait des Opel Ampera, il y avait des véhicules de GM qui tournaient avec cette technologie, mais c'était encore très confidentiel. Donc on a fait un programme de benchmark, on a fait une analyse concurrence des roulages véhicules avec une équipe de recherche à Détroit. Et dès qu'on a vu que la technologie commençait à faire sens et à être concurrentielle face à des alternatives automobiles, on a transféré ça au centre de recherche dans les équipes de Bruxelles. Donc on a déjà fait une première traversée de l'Atlantique. Et puis les équipes de Bruxelles, elles ont fait le dimensionnement, les calculs, l'ingénierie
ingénierie de contrôle-commande pour arriver à une conception générique. Une fois qu'on a eu cette conception générique, on a transféré ça à des équipes de développement à Compiègne et en Corée. Et on a fini par industrialiser le produit dans une usine qui est à Gyeongju, au sud-est de la Corée du Sud, pour lancer le premier SOP pour Hyundai. Donc on voit qu'un produit a démarré d'un côté de l'Atlantique, il a fait des travaux et des parcours de recherche et scientifiques en Europe, en France et en Belgique, et il a fini sa production en Corée. Donc on est vraiment dans une filière automobile qui est extrêmement globalisée et qui a besoin de s'appuyer sur des acteurs, qu'ils soient petits ou gros, qui ont cette ouverture sur l'international. Je vais y revenir avec les sociétés d'ingénierie ici présentes. Juste un petit mot, puisqu'on va rester avec toi, Mehdi, si tu veux bien. Le Conseil de la recherche automobile, globalement, vous travaillez sur quoi? Alors, le CRA, donc c'est le nom barbare, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une filière qui fait intervenir les constructeurs automobiles, qui fait intervenir les équipementiers et d'autres acteurs de la filière industrielle française. C'est un groupe qui cherche les synergies, les points communs, le fil rouge, pour essayer de déterminer une vision partagée de l'automobile et élaborer là-dessus, travailler là-dessus et essayer de lever des barrières, d'ouvrir les verrous pour faire avancer la filière et la rendre compétitive à l'échelle mondiale. Donc dans ce comité de la recherche, on va travailler sur le véhicule autonome, sur le véhicule électrique, sur le véhicule décarboné, et on va essayer de trouver les points communs à tous les acteurs de la filière française pour avancer ensemble dans des projets de collaboration, des programmes de recherche qui vont, avec les pouvoirs publics, avec les territoires, essayer de faire la preuve d'avancées technologiques majeures. Alors ça peut être sur le véhicule hydrogène, ça peut être sur le véhicule connecté par des technologies 5G par exemple. Et on avance dans ce domaine. On a aussi un lien avec les instances de normalisation et en particulier le CSTA pour essayer d'anticiper les impacts réglementaires parce que c'est très important que les nouvelles technologies... C'est Conseil de standardisation, technologie automobile. Voilà, c'est les normes et les homologations, parce que là, plus c'est complexe, plus il faut les homologuer, et plus c'est compliqué juridiquement aussi. Voilà, donc on essaye d'entraîner l'écosystème et d'entraîner aussi les startups pour qu'il y ait un raccourcissement de la chaîne pour toucher les consommateurs finaux et que tout ça s'inscrive dans l'évolution réglementaire qui touche l'automobile de façon très importante. Merci Mehdi. Tu disais que donc avec les grands équipementiers, les constructeurs, les startups et puis les sociétés d'ingénierie. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que des sociétés d'ingénierie. Moi qui ne venais pas du monde des ingénieurs, je ne savais pas ce qu'étaient précisément les sociétés d'ingénierie. Donc sont présents ici AVL et IAV, avec des lettres assez communes, mais c'est deux concurrents si je puis dire. Son président est un directeur général de boîtes et de grands groupes internationaux. On va commencer à forte valeur ajoutée. Forte valeur ajoutée, on va commencer par toi Olivier. Alors Olivier Imberdis, 1, le parcours et 2, qu'est-ce que IAV? Alors oui, merci Hervé. Effectivement, c'est le bon moment pour faire le lien entre les constructeurs et les équipementiers. Les sociétés d'ingénierie telles que celles qu'on présente aujourd'hui, je tiens à souligner aussi que c'est un vrai succès, je pense, Monsieur Maté, puisque vous avez aujourd'hui les 3 plus grosses sociétés au classement Automotor und Sport, les 3 plus gros employeurs d'ingénieurs allemands qui sont présents aujourd'hui, dont on fait partie à cette table et un autre qui est dehors. Donc voilà, félicitations déjà. Avant de revenir là-dessus, mon parcours, je suis diplômé de l'ESTACA. Et donc j'ai choisi une filière orientée automobile très tôt dans mon cursus. C'était un souhait, presque un rêve d'enfant, de travailler dans l'automobile avec ce que ça représentait dans les années 90, ce qui n'était pas exactement ce que le métier et l'objet est aujourd'hui. Donc j'ai pu accompagner ces évolutions au cours de mon cursus, puisque après ce diplôme d'ingénieur spécialisé dans la dynamique des fluides à l'ESTACA, j'ai fait un double diplôme en Angleterre et en Allemagne pour continuer sur une thèse, un doctorat, au siège de la R&D du groupe Volkswagen. Donc j'ai été salarié Volkswagen en Allemagne pendant 5 ans à Wolfsburg, donc au cœur du réacteur de ce constructeur qui est numéro 2, puisqu'un Français l'a détrôné il n'y a pas longtemps, où j'ai pu toucher de près voilà, ce qu'était la recherche d'un grand groupe international, avec cet aspect mobilité qui, je pense, dans le cursus et dans la formation d'un ingénieur, est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Donc on est très attaché à nos régions d'origine, on y revient souvent, ça a été mon cas, mais il faut passer par des phases internationales, je pense que ça ouvre beaucoup de portes, la culture, une flexibilité, une ouverture et des valeurs aussi humaines qui sont indispensables aujourd'hui.
indispensable parce qu'on a besoin de travailler. On travaille beaucoup en open innovation aujourd'hui, c'est un mot-clé, on le lit dans pas mal de choses, dans pas mal d'articles. C'est la réalité, ça fait des années maintenant qu'on est dans cette démarche. Et donc c'est très important et c'est peut-être ce qui fait que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc je suis président de la filiale française d'IAV, IAV qui est une société allemande qui a 35 ans cette année, donc on fête les 35 ans d'IAV, qui a vu le jour à Berlin, très orienté motorisation, issu d'un labo de l'Université technologique de Berlin et qui a évolué très vite vers la mécatronique, donc un peu les mutations, les évolutions qu'on a entendues déjà plusieurs fois aujourd'hui, donc passer du composant, de la physique pure à une combinaison vers l'électronique dans tous les domaines, puis le véhicule complet. Les autres fonctionnalités véhicules, l'ingénierie système ont été des choses que IAV a développées très tôt. IAV aujourd'hui c'est 7000 personnes, à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas ou très peu de produits, donc ce qu'on fait c'est du service majoritairement. On pense souvent, en tout cas je pense pour vous, la plupart d'entre vous, société d'ingénierie, SS2I anciennement, la dénomination qu'on donnait en France régulièrement. Aujourd'hui, nous, c'est pas notre business model de faire de l'assistance technique. On pense ingénierie, assistance technique pour les constructeurs et les équipementiers. C'est pas notre cas. IAV, on travaille majoritairement, on fait un peu daté, au forfait. C'est-à-dire qu'on travaille avec un engagement livrable. On a un engagement de résultat, on a un planning à tenir, des coûts à tenir et des délais, enfin j'ai déjà dit la qualité du produit. C'est très important, donc on est engagé là-dessus et on met tous les moyens pour l'atteindre. On fait de la co-innovation, on a vu des belles images derrière moi d'un proto-fonctionnel Symbiose de Renault qui a été présenté l'année dernière et sur lequel on était en co-innovation, co-développement. Il y avait investi auprès de Renault, comme d'autres partenaires, pour mettre en place ce produit, développer une partie de propriété intellectuelle commune sur des briques techniques du véhicule autonome. Donc IAV est un partenaire de développement de fonctionnalités autonomes, ADAS et AD, pour la plupart des constructeurs internationaux depuis plus de 20 ans. La force de nos sociétés, comme celle de mon voisin, sont qu'on investit beaucoup en fonds propres sur des projets, sur de la technologie, puisqu'on veut que notre staff, notre personnel, les personnes qui travaillent dans nos équipes soient prêtes à adresser les nouveaux challenges et les futurs challenges de l'industrie automobile, puisqu'on intervient très en amont, comme je l'ai dit, sur l'innovation. Donc là, on est partenaire expert avec nos clients, équipementiers ou constructeurs. Et puis on revient après dans le cycle de développement produit, puisqu'un constructeur va vouloir, ou un équipementier, intégrer de la technologie, la responsabilité en interne. On intervient plus tard sur l'intégration de ces technologies dans des projets de développement série, avec tous les processus en place, la qualité nécessaire, la sûreté, la robustesse du produit, et l'homologation bien sûr. Et bien sûr, à la fin, quand la maturité technologique est là, on prend des projets en responsabilité complète. Donc c'est de la délégation de responsabilité pour le développement produit. On est heureux chez IAV quand on est un jeune ingénieur ? Alors IAV, oui, je pense qu'on est heureux. Le turnover est très faible par rapport à d'autres sociétés d'ingénierie. IAV France a 10 ans. Je crois que parmi notre staff et une certaine partie de notre management, ce sont des produits IAV, des gens qui ont quitté l'école il y a 10 ans. On a beaucoup de double cursus, des anciens des pétroles et moteurs, de l'IFP, d'autres en électronique, et je pense qu'il y a des voies de progression, des carrières en gestion de projet, en expertise technique, technologique, qu'on renforce beaucoup actuellement, et également managériale. Donc je crois que le climat social est assez agréable. Très bien, et on voit que en fait tout le monde travaille avec tout le monde, c'est ça qui est assez impressionnant. Entre vous, tout le monde est concurrent, mais tout le monde travaille avec tout le monde. Deuxième société, Jean-Marc, deuxième société, AVL. Alors vous n'êtes pas autrichien, donc, mais vous deux, vous devez parler allemand obligatoirement ou pas du tout ? Bien sûr. non, je ne parle pas allemand. De façon très courante. D'accord, la langue d'allemand, il parle très bien. Donc c'est l'anglais, hein, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Vous êtes internationaux. Alors qu'est-ce que ton parcours et qu'est-ce qu'AVL ? Alors je ne vais pas répondre à ta question tout de suite, Hervé. Je voudrais juste interroger la salle d'abord. Qui n'a jamais entendu parler d'AVL ? Waouh, donc j'ai bien fait de venir. Merci pour votre franchise. Donc n'hésitez pas à venir me voir après avec Catherine qui nous a rejoint sans doute pour vous parler de nos métiers. Mais avant de parler de ma personne, je vais parler quand même un tout petit peu d'AVL. Non, mais dis-nous ton parcours quand même. Mon parcours, bon, t'insistes, ok. Ouais. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie automobile. J'ai commencé ma carrière chez PSA, dans l'architecture moteur, un domaine passionnant.
Et d'ailleurs... Comme quoi, il faut quand même passer chez les constructeurs, manifestement, au début. Il y en a un certain nombre. Hein, je suis passé chez Renault, je suis passé beaucoup chez PSA parmi vous, et puis après on part chez les équipementiers. En fait, Jean-François, contrairement à ce qu'on disait parfois, c'est plutôt les équipementiers qui viennent chasser chez les constructeurs, parce que souvent les équipementiers, vous nous dites oui, actuellement il y a un retournement de situation, les constructeurs viennent chasser chez les équipementiers, les sociétés d'ingénierie, mais autrefois c'était l'inverse. Je m'adresse au RH, hein, vous connaissez bien le sujet. C'est des prises de guerre, oui. Voilà, c'est comme quoi vous êtes des super pros, hein. Profitez-en les jeunes dans la salle. Alors, AVL, allez, dis-nous quand même ta petite histoire personnelle. Donc architecture moteur chez PSA, et comme je te le disais hier soir, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais convaincu qu'on avait à peu près tout fait. C'est bizarre, mais on travaillait sur les moteurs EW à l'époque, bloc alu, avec plein de technologies, les défaiseurs d'Arbracam. Et je considérais que voilà, on avait à peu près atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire, et j'étais un peu déçu. Et aujourd'hui, je suis en train de constater en fait qu'il y a une explosion, on en a parlé, de technologie, d'initiatives, d'innovation dans tous les sens, qu'on a même du mal à s'y retrouver. Et donc c'est la situation complètement opposée à celle que j'avais imaginée. Donc quand on parlait d'attractivité de l'automobile, à mon avis, là on est en plein dans le sujet. Donc voilà, architecture moteur pendant quelques années chez PSA, un petit passage en Allemagne dans la coopération PSA-BMW. Et puis ensuite, je me suis occupé en partie d'un projet diesel hybride en France. Et donc voilà, pour le groupe PSA aussi, mais dans une société d'ingénierie allemande dans laquelle j'ai occupé différentes fonctions de management, et j'ai pris la présidence de... Tu l'as ? Ça fonctionne ? C'est bon. Voilà. Et donc voilà, je continue à nouveau mon histoire. Et donc j'ai pris la présidence de cette société pendant un peu plus de 4 ans et demi. Et j'ai intégré le groupe AVL en début d'année. Donc je suis directeur général de AVL en France pour la partie ingénierie depuis le début de cette année. Bon, allez, rapidement, AVL dans le monde, AVL en France. Alors AVL dans le monde, en fait, vous ne connaissez pas, mais c'est la première société d'ingénierie et d'essai d'équipement automobile dans le monde. C'est une entreprise qui a 70 ans, qui est privée, et c'est important de le dire. Elle est totalement indépendante, et elle consacre à peu près 10% de son chiffre d'affaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans sa propre R&D. C'est un taux important hein, dans notre secteur, 10% consacré à la R&D. Et donc on parlait après d'attractivité, on voit bien que quand on est ingénieur chez nous, là aussi on a un taux de rotation extrêmement faible. Les gens peuvent faire toute leur carrière dans la maison, j'allais dire la famille AVL, parce que c'est une entreprise familiale qui est très très internationale. On est donc 9400, je l'ai dit, dans le monde entier, et il y a à peu près la moitié des effectifs répartis sur les 28 filiales. Donc là aussi, pour vous qui allez rentrer très prochainement dans la vie active, un groupe comme ça offre des possibilités d'aller à l'international et de découvrir des métiers en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et donc vous pouvez vraiment circuler. C'est la moitié de nos effectifs à l'international. Donc une très large base client, beaucoup de technologies dont on a parlé, évidemment, que l'on traite avec beaucoup d'innovation. Et on travaille avec les constructeurs français depuis plusieurs décennies. En France, ça représente 350 personnes sur les 2 domaines d'activité, l'ingénierie et les équipements d'essai et les logiciels. AVL est aussi connu pour ses logiciels, simulation numérique. Il y a toute une suite très utilisée dans l'industrie automobile. Je n'ai pas été trop long. Non, c'était très bien. Donc on a compris que les sociétés d'ingénierie travaillaient, en tout cas les 2 présidents disent qu'ils travaillent pour les 2 grands constructeurs et les accompagnent sur l'ingénierie, de la valeur ajoutée d'ingénierie, pas que de l'assistance d'ingénierie. Il y a aussi les startups, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je me tourne vers Antoine, on ne se connaît pas. Antoine, alors je vais quand même prendre mes notes parce que pour moi, dans ce monde des startups, les mots c'est toujours assez compliqué. Alors le terme de Gogo Wigo, ça j'y arrive à peu près. Alors j'ai noté ça, solution innovante pour mutualiser toute l'offre de mobilité, transport, événements, qualité de l'air, météo et j'en passe, dans un seul assistant virtuel. C'est la notion de mobilité, alors qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir créé ça ? J'ai compris qu'il fallait se présenter avant, donc je vais essayer de me présenter. Donc Antoine Amarcha, vous pouvez m'applaudir parce que je suis de l'ENSET.
Vous voyez la différence entre la différence Alors, de on est à l'aise, en fait. On se fait applaudir par soi-même. Voilà, on lance quand on est jeune, alors que nous, on attendait que les applaudissements arrivent. Et le monde bouge. Je vais te décevoir. Je suis pas très très jeune. J'ai 32 ans, bientôt 33. Je suis papa d'un enfant et demi. J'ai le deuxième qui arrive. Et donc je suis pas du tout. La start-up, c'est pas forcément très jeune, et quand on s'amuse, c'est très dur. Une start-up, c'est vraiment très dur. Avoir le premier client, c'est pas évident. Par contre, à partir du moment où on a le premier client, normalement ça va. Donc en fait, ce qu'on fait, notre objectif, nous, c'est de faire parler tous les objets. C'est la possibilité de parler à n'importe quel objet. L'objet, que ce soit un véhicule, que ce soit un site internet, que ce soit une chaise, que ce soit une porte, peu importe. Nous, on veut faire disparaître les smartphones. Voilà. Donc si j'ai besoin de quelque chose, je le demande à l'objet qui est en face de moi. Quand je suis dans un véhicule, je vais lui dire quelle est la qualité de l'air, quelle est la météo, comment je fais pour aller dans tel endroit. Et après, on peut bien sûr interconnecter tout ça avec le véhicule. Donc, est-ce que le véhicule, tu peux baisser la vitre? Est-ce que tu peux, je sais pas... vraiment vivre une expérience un peu différente, c'est-à-dire que je m'adresse à l'objet sans forcément sortir mon téléphone ou cliquer sur l'écran tactile qui ne marche pas généralement très bien. Et puis aussi faire le lien avec la ville, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a connecté le véhicule, en fait on va le connecter aussi avec sa ville. Je sors du véhicule, l'objectif c'est pas de prendre le véhicule quand on va en ville, l'objectif c'est d'aller quelque part. Donc à partir du moment où j'ai quitté le véhicule, je vais prendre le bus, je vais prendre un vélo, je vais aller dans un restaurant. Voilà, donc on crée cette continuité d'expérience entre le véhicule, l'objet, et les autres objets de la ville. Bon, j'espère que j'étais quand même très clair sur la définition. Je ne sais pas ce que je peux dire. Parce que tu m'as dit qu'il faut donner envie, donc je vais essayer de le faire. Donc, je sens très mal. Alors, comment je vais faire pour vous donner envie? Il se trouve que j'interviens souvent à l'ENSET, à TBS, pour donner envie aux étudiants de devenir entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le climat est très favorable pour créer. Donc, prenez des risques. Et soyez juste égoïste, faites-vous plaisir. Et vous soyez pas inquiets, vous allez trouver du travail. La preuve, c'est que tout le monde se déplace pour vous voir, donc il n'y a pas de souci. Vous allez trouver du travail, mais le plus important, c'est vous, en fait. Faites-vous plaisir. Donc, que vous soyez dans une start-up, un grand groupe. J'ai passé 5 ans dans un grand groupe. Je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour créer de la valeur. J'ai passé 5 ans chez Orange. Je me suis occupé de plein de postes très importants. Vous pouvez regarder mon CV sur LinkedIn. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est vous le plus important. Donc, faites-vous plaisir, prenez des risques. Et comme il y a un truc qui se dit très bien à Paris, dans un institut de bonheur, une phrase qui est très simple. Au pire, ça marche. Merci Antoine, bravo. Je ne sais pas pourquoi chez Orange ils vous ont laissé partir, notamment les RH, etc. Parce que vous êtes assez doué pour vendre tout ça. Allez, je me tourne vers vous, Jean-François. Tout ce monde se complexifie. Alors, on a parlé des startups, on vient de le voir avec Antoine, des sociétés d'ingénierie, des constructeurs, des grands équipementiers, de rang 1, de rang 2. Il y a aussi des instituts, il y a aussi des laboratoires, il y a des projets collaboratifs. Ça aussi, c'est un monde qui bouge. Et on peut aussi, quand on est jeune, rentrer, faire des carrières aussi, en partie dans des instituts. Comment s'organise cet ensemble-là? Comment vous fonctionnez profondément? Alors nous, on fonctionne avec beaucoup d'universités. On a des partenariats au Danemark avec le DTU, on a des partenariats en Israël avec Technion, on a des partenariats aux États-Unis au Delaware, à Détroit. Donc on parlait d'Open Innovation, on a créé une activité Open Innovation il y a maintenant 7 à 8 ans. Et pour le coup, on explore un petit peu tout ce que les universités réalisent et on cherche évidemment dans les domaines qui nous intéressent des pépites, des gens avec lesquels on va pouvoir travailler, avec des professeurs, avec des PhD, avec des ingénieurs qu'on prend en VIE chez nous. D'ailleurs, on a quelques postes. Là, Charlotte vous expliquera tout ça tout à l'heure. Et donc, on a cette espèce d'écosystème complet autour de nos besoins avec des gens partout. Là, on est en train de prendre un VIE avec Mehdi à Shanghai. Donc, on aura une jeune femme qui va nous rejoindre dans quelques semaines pour travailler 1 an et demi pour nous, pour aller explorer ce que fait la Chine en matière de nouvelles énergies. La Chine est très avancée. Probablement, on va dire, beaucoup plus avancée que l'Europe ou que les États-Unis. Donc, il faut être là aussi où les choses se font. Et donc, à ce titre-là, on est très actif dans cette
dans cette démarche. Et ça, c'est le cas de tout le monde, en fait. C'est le rapprochement aussi avec les laboratoires, les instituts. Absolument, on travaille avec AVL, on travaille avec IAV, on travaille avec FEV, on travaille avec plein de gens, secteur académique. Voilà. On fait partie de l'Institut Montaigne, on a notre directeur scientifique qui était ancien, je dirais, patron de l'UTC, qui était aussi le patron du CEA. Donc on a des connexions, on va dire, multiples en France et évidemment à l'étranger. Alors je me tourne vers, j'allais dire, un non automobile mais régional de l'étape qui devient automobile. Thierry Kamal, bonjour. Bonjour. Voilà, avec Thierry, c'est le rapprochement du groupe Renault avec un grand acteur, Intel, la partie R&D, et ça tombe à un moment très précis. Alors, tu peux nous dire 2-3 mots sur ton parcours, et ce rapprochement et la grand retour, c'est ce que tu disais Jean-Luc, de Renault par Intel, si je puis dire, à Toulouse. Ok, merci. Allez. Donc, moi, je suis celui qui connaît le moins l'automobile, probablement. Donc, excusez-moi, messieurs, ça peut arriver. Donc, mon parcours, pour commencer par parcours, moi, je suis un régional de l'État parce que j'ai fait l'INSA Toulouse. Ensuite, j'ai fait un master à Supaéro. Après, j'ai fait, au cours de ma carrière, un MBA au Kellogg's University à Chicago. Donc, j'ai pas mal baroudé. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Motorola, moi, dans le semi-conducteur. Et je vous expliquerai pourquoi le semi-conducteur est extrêmement important pour la filière automobile. J'ai continué chez Freescale Semiconducteur, j'ai créé Intel en France sur la partie R&D et en Finlande aussi. Et ensuite, je suis parti chez Renault. Voilà. Et je pense que Renault fait un smart move, comme on dit dans notre jargon. Excusez-moi parce que je parle beaucoup franglais. Parce que je pense que le logiciel, parce qu'en fait Renault Software Lab, on est des experts en développement logiciel et en intégration logicielle en fait. Et donc je pense que le move de Renault et du groupe Renault et de l'Alliance surtout, puisque nous servons plus que le groupe Renault, mais surtout l'Alliance, Nissan, Renault et Mitsubishi. Le smart move, c'est parce que le logiciel devient extrêmement important au niveau de la voiture. Et mes collègues l'ont mentionné, on est aujourd'hui à plus de 20 millions de lignes de code par véhicule et on va atteindre avec le véhicule autonome dans les années 2022 ou 2020 une centaine de millions de lignes de code. Donc vous voyez, le logiciel prend une place de plus en plus importante. La définition des systèmes au niveau du véhicule vont être de plus en plus dominés par le logiciel. Donc il faut que les constructeurs ne soient pas simplement des assembliers d'un assembleur de plateformes mécaniques et de moteurs, mais comprennent un petit peu le logiciel et une connaissance profonde en fait du logiciel, de l'architecture logicielle qui se met en place. Donc je pense que c'est très important que le groupe Renault et l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi aient acquis des compétences en fait dans le logiciel. Donc les compétences dans le logiciel sont très rares et vous allez être très sollicités, je dirais, pour ceux qui sont dans le logiciel. Vous allez avoir beaucoup de sollicitations et vous allez avoir beaucoup de sollicitations de sociétés de semi-conducteurs parce que le semi-conducteur est à la base un petit peu d'une transformation qu'on a pu connaître. Moi j'ai commencé comme designer de circuits intégrés. Mais il y a eu dans les années 90 un grand changement dans les entreprises de semi-conducteurs, c'est-à-dire que les entreprises de semi-conducteurs ont compris que si elles ne comprenaient pas les systèmes dans lesquels elles vendaient leurs chips, elles n'avaient aucune chance de survivre. Okay. Donc les entreprises de semi-conducteurs ont dû comprendre les systèmes automobiles, les systèmes de type smartphone, etc., pour créer des solutions, des systèmes on chip qui puissent répondre à l'ensemble de la problématique du système qu'on cherche à créer. Okay, donc il y a eu cette transformation et c'est comme ça que le monde du semi-conducteur a commencé à embaucher des ingénieurs logiciels et a commencé à développer en fait des couches logicielles pour créer l'ensemble des systèmes. Donc de plus en plus, les constructeurs automobiles vont se rapprocher de ce qu'on appelle les tier 2, donc les fabricants de semi-conducteurs, parce que c'est eux qui intègrent tout ce système dans les systèmes on-chip. Donc il y a de plus en plus d'intégration de la solution au niveau du système on-chip. Donc d'où l'intérêt de travailler de plus en plus avec les fabricants de semi-conducteurs. On travaille toujours avec
les tiers 1, en fait, les fameux équipementiers. Mais je pense qu'il faut de plus en plus que les constructeurs automobiles se rapprochent des tiers 2 parce que c'est là qu'on va trouver toute l'intelligence en fait, des systèmes. Voilà, donc, pas trop. donc l'idée, pour rassurer mes collègues ici qui me soufflent à l'oreille, de pas trop en faire, c'est certainement pas de tout faire parce que faire du logiciel, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'ingénieurs comme vous. Donc, dans la chaîne en fait, de la valeur, les Tier 1 ont toujours un rôle extrêmement important à jouer et continueront à avoir un rôle extrêmement important. Le but des constructeurs automobiles, et en particulier le groupe Renault, c'est d'internaliser la compétence logicielle, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les systèmes. Aujourd'hui, un véhicule est une collection de calculateurs qui se sont rajoutés les uns sur les autres. Et donc, les architectures ne sont pas forcément extrêmement propres. Et donc, dans l'avenir, les véhicules vont se réarchitecturer totalement. Et c'est une activité sur laquelle nous travaillons à Software Lab, c'est-à-dire de restructurer, si vous voulez, l'architecture logicielle d'un véhicule et s'écarter un petit peu du monde de fameux bus CAN et travailler plus sur un bus Ethernet et développer des services, en fait, au travers de la voiture et fonctionner en mode IP. Donc voilà, c'est le challenge. Donc nous, Renault Software Lab, on a 3 activités principales. On travaille sur la partie Connected Car. Donc on est en train de rendre un petit peu les systèmes infotainment un peu plus accessibles et faciles à utiliser. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous rentrez dans un véhicule, vous utilisez votre... Il faut travailler avec nous, hein, parce que... Ouais. Un éditeur logiciel. Tout à fait. J'allais venir te voir après parce que j'ai trouvé que tu parlais aux objets et nous aussi on cherche à parler aux objets. Donc on va essayer de simplifier les choses et de rendre, si vous voulez, la communication avec le véhicule beaucoup plus simple. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, quand vous rentrez dans le véhicule, vous n'utilisez pas la nav du véhicule, mais vous prenez votre smartphone et vous appelez Google et puis il vous donne la route. Et ça va beaucoup plus vite. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est amener votre expérience personnelle ou votre expérience de boulot ou votre expérience de la maison dans la voiture. Et donc pour ça, il faut que ce soit assez transparent, il faut que ce soit seamless, il ne faut pas que ce soit très compliqué à faire, il ne faut pas qu'on ait à lire un manuel pour savoir comment on fait fonctionner la nav. Ou autre chose d'ailleurs. Donc il faut parler à la voiture, il faut lui parler, il faut parler à l'objet, il faut que l'objet puisse réagir très rapidement. Okay. On travaille, la deuxième activité c'est sur le développement des algorithmes pour la voiture autonome. On travaille d'ailleurs en collaboration avec IAV, pour ne pas les citer, donc sur le site de Sophia Antipolis. Et donc là on continue à développer ces algorithmes. Donc là on a besoin d'algorithmiciens, on a besoin de gens qui soient très fort sur ces parties-là. C'est une problématique relativement compliquée. Et le troisième pan d'activité, c'est cette fameuse réarchitecture du véhicule avec des services oriented architecture, je dirais. Donc un changement total de l'approche en fait, du véhicule actuel. Voilà. Donc ne connaissant pas trop le modèle automobile, donc je reste très humble par rapport à ce qui a été fait dans cette filière et par rapport à des problématiques de safety et de cybersécurité qui nécessitent qu'on fasse les choses un peu différemment de ce qu'on faisait évidemment dans le monde d'Intel. Néanmoins, je pense que le fait que les ingénieurs d'Intel soient chez Renault aujourd'hui, on est toujours dans la continuité d'activité. Ce qu'on faisait sur le smartphone ou sur les tablettes est directement réapplicable dans le véhicule aujourd'hui. Donc je pense qu'on va pouvoir amener un petit peu de rapidité aussi. L'idée, c'est de travailler hors cycle. Vous savez que les cycles de développement des voitures, c'est au moins 3 ans. Dans le monde du consumer, dans le monde du grand public, il est impossible de travailler à cette vitesse-là. Il faut que quand le véhicule sorte, vous ayez tous vos applicatifs qui soient à jour, enfin que tout soit à jour, qu'on puisse upgrader le véhicule over the air, comme on le fait sur le téléphone. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on mette en place au sein du groupe de façon à pouvoir travailler hors cycle, de pouvoir travailler avec les équipementiers, avec leurs logiciels de façon anticipée et au moment de l'intégration, si vous voulez, de l'ensemble de ces calculateurs dans le véhicule, qu'on ait déjà débugué tout le système. Donc
rapidité, débugger le système le plus vite possible et toujours la réduction des coûts en tapant sur nos collègues équipementiers là, voilà. Merci Thierry. Donc, en plus, vous travaillez internationalement parce que si c'est Renault, ça veut dire que c'est l'Alliance et donc vous travaillez pour l'Alliance Mitsubishi, Nissan, etc. mondialement, quoi. On reviendra avec Laurent tout à l'heure. Juste un petit mot là-dessus, je pense qu'il faut voir les groupes très, très globaux, mondiaux. Je pense qu'il faut... Les ingénieurs, vous aurez l'occasion de bouger, d'aller au Japon, de rester en France, d'aller aux États-Unis. Le groupe, l'Alliance a des sites un peu partout dans le monde, comme c'était chez Intel d'ailleurs. Donc soyez mobiles et vous avez la possibilité d'avoir une large expérience en profitant en fait des différentes opportunités que l'Alliance vous offre. Donc le monde est grand pour tout le monde, mais pour autant à Toulouse, il se passe des choses. Un grand équipementier, c'est Continental. Alors Jérôme, on est en retard, donc on va être rapide, non pas avec toi, mais avec tout le monde. Jérôme, Continental, ton parcours, en quelques minutes, ton parcours, qu'est-ce que Continental? Et alors surtout, ce monde du digital, intelligence artificielle dont tu as pris la présidence. Bonjour. J'ai fait en une question, moi. Hein. Ça, c'est une belle question, merci, bonjour à tous. Peut-être un petit peu sur le parcours. Donc, je suis un N7 93. J'ai rejoint cette école pour faire tourner des machines électriques. J'espère que vous me referez voir la salle des machines parce que j'en rêve depuis 26 ans de la revoir. L'amphi existait déjà ou pas? Oui, l'amphi était là. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu à cette époque, Siemens Vidéo sur de l'ingénierie avancée où on commençait à regarder qu'est-ce qu'on savait faire avec des modèles pour générer du code. Et puis aussi pour faire du test statistique, à l'époque c'était assez à la mode. Et j'ai eu mes premiers amours avec l'automobile, un petit passage dans l'aéronautique qui a duré à peu près 1 mois, pour finalement retourner chez, à cette époque encore Siemens et Continental, où j'ai pris la direction. J'ai travaillé sur des projets avec les premiers body controllers, hein, donc il faut savoir encore quelque chose de toulousain, c'est-à-dire c'est un calculateur central pour la partie habitacle qui a été inventé à Toulouse. Et le client était Renault, hein, qui est présent avec nous. Et à cette époque, on a fait plusieurs générations de calculateurs jusqu'à finalement ce que je faisais quand j'étais un petit peu étudiant. Là, on a fait du codage automatique à partir de modèles. Encore une première avec le constructeur Renault. Et c'est aujourd'hui un petit peu l'état de l'art, hein, sur les systèmes embarqués. Une autre révolution qui était ce qu'on appelle les couches basses, et on a un grand consortium dans l'automobile qui s'appelle Autosar, il faut regarder un peu sur internet, et j'ai eu l'opportunité chez Continental d'être le monsieur Autosar de l'habitacle et avoir démarré dès le début sur l'étude avancée de ces projets-là jusqu'à une mise en production, le premier calculateur Autosar, encore un français, fabriqué à Toulouse pour le client PSA. Donc vous voyez, Toulouse, comme le dit Jean-Luc tout à l'heure, c'est quand même un petit peu le centre du monde d'un certain nombre de choses. Alors Continental, c'est quoi dans le monde? C'est beaucoup d'ingénieurs? Continental, c'est 227 000 personnes en 2016 dans le monde, dont 30 000 ingénieurs. Dans 56 pays, et la France est représentée. Donc en France, on est 8000 dans le groupe. On fait du pneu, on fait de technologie autour du caoutchouc, et puis on fait de l'automotive, des systèmes automobiles, avec 3 divisions, le châssis, l'intérieur et le powertrain. Et on est à peu près 1200 ingénieurs. On recrute plus de 250 ingénieurs par an, hein, c'est important, toujours dans la R&D. Aujourd'hui? Alors aujourd'hui... la révolution, puisque Thierry vient d'en parler un peu. La révolution, donc, pour en parler un petit peu, donc, mon petit passage en aéronautique, j'étais un peu dans les airs, bon, ça m'a pas trop plu, mais un jour j'ai dit, il faut que tu retournes un petit peu voir ce qui se passe là-haut, et la seule chose que j'ai trouvée, c'est le cloud. Donc je suis reparti dans les nuages, et on a pris un challenge à Toulouse qui est de dire, l'automobile... J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, elle est à l'âge du téléphone à touche un petit peu et tout le monde a un smartphone dans la poche. Alors pourquoi ne pas faire de l'automobile un smartphone? Mais maintenant je viens de voir que tu veux enlever les smartphones, il faut qu'on cause, d'accord? On a des étapes intermédiaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On
a créé cette entité Continental Digital Service. Donc c'est 150 embauches nettes l'an dernier. C'est pas fini, on va continuer. On continue cette année. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait ce qu'on appelle du service. Alors le service, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on parle plutôt d'applications. Qu'est-ce que c'est ces applications? Donc celle que j'aime bien, tout à l'heure on a parlé de régulateur de vitesse ACC ou ACC++. Donc ça c'est basé sur des capteurs qui sont sur un véhicule. Quel est l'apport du cloud pour un régulateur de vitesse intelligent? Mais ça, c'est la réponse, en fait, à une brique technologique qu'on aura besoin pour le véhicule autonome. Donc le véhicule autonome, c'est d'abord un véhicule connecté, et on passe par en fait, les études et la recherche de véhicules connectés sur Toulouse. Et alors, on a une grande chance à Toulouse, puisqu'on a un bel écosystème. On a, comme je disais, embauché 150 ingénieurs. Et ces ingénieurs, ils viennent de partout en France, mais ces ingénieurs, ce n'est pas des ingénieurs automotifs. Ce sont des gens du big data, de la cybersecurity, du cloud software, etc. Et ils viennent nous amener ce que nous, les automotives, on ne sait pas faire. Aller vite, être agile, donc les méthodes, ce sont les agilités, etc. Thierry en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et ils viennent nous aider à avancer sur des technologies qui ne sont pas les nôtres. Donc pour fabriquer ces applications qui vont utiliser des services. Alors le service, c'est quoi? Un régulateur de vitesse intelligent. Si on prend aujourd'hui celui qui suit une voiture, le jour où il pleut, peut-être il ne va pas bien marcher parce que ça va rouler trop vite. Puis s'il n'y a pas la voiture devant, il va peut-être arriver trop vite. Donc on a besoin de cartes intelligentes, on a besoin de connexions avec la météo et tout un tas de tiers, on va dire, autour de l'automobile. Donc pour ce faire, on travaille avec des technologies. On n'a pas évoqué tout à l'heure la 5G. La 5G est une technologie, mais il faut parler de big data, de cartes, de cybersécurité, je me répète un peu. Et tous ces savoir-faire, en fait, c'est vous qui les avez. Et le challenge qu'on a pris quand on a créé Continental Digital Service, on a dit, en fait, pour penser les fonctions, les applis, les services de demain, il faut des jeunes, parce que nous, on est un peu vieux, quoi. Les start-upers, quand même, moi, je me considère comme un start-upper qui est sorti en 93, mais petite vingtaine d'années d'écart, mais je suis un start-upper dans un grand groupe. Alors, n'ayez pas peur des grands groupes, en fait. Oui, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et c'est quand même un banquier sympa à côté, quoi. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux rajouter? On va avancer justement, puisqu'on parlait de parcours, de start-upper, de parcours. Frédéric Canal, c'est intéressant le parcours parce que finalement, à travers ton exemple, parcours international, de l'innovation, les programmes, et puis après je vous poserai la question tous les deux, à Laurent, PSA, et à Frédéric Renaud, comment ça marche les organisations avec des programmes, avec des groupes qui sont internationaux et qui ne sont pas simplement d'une seule marque, mais avec plusieurs marques? On va y venir. Okay, alors ton parcours pour commencer. Hein. Alors moi je suis super héros pour commencer mon parcours, donc à l'applaudimètre, j'ai cru qu'il y en avait 3, ça là-bas. Allez-y, les super héros, allez-y. Hein. Et donc moi je suis sorti de super héros en 90 et la clé de mon évolution dans le domaine automobile, c'était la passion automobile. Lorsque j'ai commencé à super héros, j'ai fait un stage chez Peugeot, et un stage ouvrier où je montais des embrayages à Sochaux. Et mon grand plaisir à la fin du stage, j'ai demandé à faire un tour en 505 V6. À l'époque, c'était le summum de l'automobile française. Et ça a été un de mes premiers plaisirs. Et Renault m'a ferré, entre guillemets, puisqu'à l'époque, le marché était un petit peu tendu en recrutement. Donc Renault allait jusqu'à faire des courses, organiser des courses pour les étudiants avec le challenge Renault Grandes Écoles en Super 5 GT Turbo. Et j'avais été sélectionné au sein de Super Héros. Donc quelque part, c'est ça aussi qui a drivé ma carrière, parce que je suis rentré par les essais chez Renault. Donc j'ai fait 15 ans en ingénierie autour des essais, des calculs et finalement des prestations. Les prestations, c'est qu'est-ce que la voiture offre au client, pourquoi le client achète sa voiture. Et le challenge du constructeur automobile, c'est de mettre les prestations dans la voiture que le client est prêt à payer, donc que vous pouvez lui vendre par rapport à la légitimité que vous offre aussi votre marque. Si vous faites une Renault avec des prestations de Mercedes, c'est pas sûr que ça va vous faire un très bon business plan. Par contre, il faut bien comprendre les clients qui vont pouvoir venir vers vous et quelles prestations vous allez pouvoir leur offrir. Donc moi, j'ai fait 15 ans sur des prestations de l'amont, donc les avant-projets, etc., jusqu'aux essais de validation finaux. Et après, j'ai fait 3 ans de bureau d'études, conception de pièces plastiques et systèmes de sécurité. J'ai ensuite été en Inde pendant 4 ans comme
qu'on appelle ingénieur en chef, c'est chef de projet, grosso modo, du projet Duster Hand à Chennai. Et puis je suis revenu pour passer du tout aval au tout amont. Je me suis occupé pendant 4 ans de la recherche sur les véhicules électriques et les énergies alternatives. Donc j'ai travaillé avec des gens de Plasticomnium à l'époque sur l'hydrogène. Et depuis 1 an, je suis donc responsable du programme, ce qu'on appelle chez nous, je peux donner une nom de code, mais Sandero, Logan et Logan Break au niveau monde. Donc la question était qu'est-ce qu'un programme et comment ça marche? Je peux commencer par ça aujourd'hui. Le patron du programme, c'est un mini CEO de son programme. C'est-à-dire qu'il est en charge de coordonner, manager et challenger toutes les fonctions de l'entreprise pour réussir à dégager des profits, à assurer la qualité vis-à-vis des clients. C'est ça qui nous garantit le business sur le long terme. Donc vous challengez l'ingénierie, vous challengez la supply chain, vous challengez la fabrication et vous vous assurez qu'avec toutes les fonctions, vous optimisez le business plan et vous optimisez le résultat de l'entreprise, ce qu'on appelle la bottom line. Et votre indicateur de performance, c'est combien vous dégagez de profit à la fin de l'année. Donc c'est passionnant parce que vous êtes un petit peu comme votre propre patron dans une grande entreprise. Évidemment, vous n'êtes pas complètement votre propre patron puisque vous devez proposer des décisions qui sont prises à des niveaux supérieurs, mais c'est quand même vous qui êtes aux commandes pour faire vivre votre projet. Alors, ça peut être un projet en amont, si vous êtes en phase de développement, la voiture de dans 3 ans, ça peut être un projet en série, ce qui est mon cas, c'est les voitures qui sont fabriquées tous les jours. Donc, je ne sais pas depuis combien de minutes je parle. Mais juste, Frédéric, qu'on soit clair, donc c'est sur le cycle de vie d'un produit, on peut dire que ça peut aller de sa conception, des premières idées d'un produit potentiellement jusqu'à sa fin de cycle. Vous travaillez avec toutes les fonctions d'une entreprise, hein, c'est-à-dire, je sais pas quoi, le design, l'ingénierie, les programmes, la production, le commerce, l'ensemble. Et en plus de coordonner à travers ces métiers tout l'écosystème et tous les équipementiers, les startups, les sociétés d'ingénierie qui travaillent aussi sur ce sujet. Et j'allais rajouter ça, c'est pour dire combien c'est important, en tant que CEO d'un programme, pour reprendre ton expression, c'est aussi dans une vision, pour prendre ton exemple, dans une vision internationale. Alors moi, je suis en charge. Qui plus est. Oui, en charge. Donc moi, je suis plutôt en phase aval. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que j'ai mon collègue à côté de moi qui travaille sur le même programme que moi et le remplaçant. Donc lui, il est en train de définir le design, le cadrage, quelle technologie, quelles énergies, etc. et de faire converger le business plan avec le cadrage du projet. Moi, je suis plutôt dans l'exécution du programme qui est ici. Et effectivement, le périmètre, il est bon. Sur le véhicule dont je m'occupe, on a une usine à Moscou, une usine à Cordoba en Argentine, une usine au Brésil, une usine en Colombie, des usines au Maroc et en Roumanie. Et Frédéric, pour un véhicule qui doit être le même obligatoirement en Inde et en Allemagne, dans une optimisation à la fois des coûts, parce que la question, je vais la poser, juste t'inquiète pas, juste après à Laurent sur comment ça marche entre DS et Opel, par exemple. Alors, on fait des synergies à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on fait, dans le cadre de mon programme, il y a des voitures qui sont presque les mêmes en Argentine et en Russie. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes non plus, parce qu'elles doivent être intégrées localement, avec des fournisseurs locaux, avec des technologies locales, adaptées aux incitations fiscales locales. Au Brésil, on va pouvoir faire des voitures flex fuel. Dans un autre pays, on devrait faire des voitures à gaz. Donc elles ont un tronc commun. On essaie, et le travail du programme, c'est bien de trouver le meilleur compromis, investissement, diversité, pour répondre à tous les besoins avec le coût minimum. Donc ça veut dire qu'à travers ton exemple, des carrières multiples dans un grand groupe, on verra tout à l'heure si vous êtes start-upisé ou pas chez Renault, sur la culture. En tout cas, des carrières internationales, multiples activités et une direction de programme, c'est vraiment du management de tout métier. C'est ça qui est passionnant. Absolument. Par contre, si on dit quelques mots peut-être sur, d'une part, la start-upisation, j'y reviendrai, et les échanges internationaux, on a déjà évoqué le fait que nous sommes un groupe qui est Renault, Nissan et Mitsubishi. Donc moi, dans tous les postes que j'ai eus, je suis toujours allé au moins une fois au Japon par an. Je vais quasiment 10 fois par an dans le poste où j'étais le plus maillé avec Nissan. Et puis dans mon poste actuel, par exemple, je vais quasiment tous les ans en Russie, en Colombie, une fois. Et bien sûr, par contre, je fais beaucoup de Skype. Mais le physique permet de faire du Skype de façon fluide après pour fonctionner au quotidien. Donc c'est vraiment effectivement très international. Sur la partie start-upisation, j'y reviendrai par rapport à mon métier précédent, où
j'ai eu l'occasion de voir. Et je pense que ça vaut le coup de souligner qu'on est en train de passer d'une voiture qui est un objet possédé, qui tout en étant un objet peut être loué. Alors je ne sais pas si dans la salle, pour faire un peu d'interaction, là, qui dans vos familles possède sa voiture ou qui la loue? Alors ceux qui possèdent, est-ce que vous voudriez lever le doigt? Voilà. Qui la loue? Voilà. Vous pouvez venir sur cette, les seuls? Non, c'est une blague. Alors, à la fois, on est en train de parler des services de mobilité, et puis à la fois, on est en train de passer lentement de la possession de l'objet à la location de l'objet. Donc, on couvre un spectre qui est extrêmement large, et l'entreprise automobile, elle doit accompagner ça. Et donc, petit 1, vous avez cette évolution de l'usage par rapport au service, et deuxièmement, vous avez l'évolution de l'objet qui n'est plus tout seul, mais qui est dans un écosystème. Quand vous avez une voiture connectée, on a parlé de toute et autonome, mais une voiture électrique. Ça amène le constructeur à se dire, j'ai des batteries, comment je vais pouvoir financer ces batteries? Est-ce que, dans le cadre d'une transition énergétique, par exemple, il y a des synergies entre les fournisseurs d'électricité et le constructeur qui pourrait stocker l'électricité? Donc vous êtes amené à faire évoluer le périmètre du système dont vous vous occupez jusqu'à vous poser la question d'être un fournisseur de services énergétiques. Donc vous êtes fournisseur de services de mobilité, fournisseur de services énergétiques, pour illustrer un petit peu la variabilité du périmètre que peut couvrir le constructeur automobile. Et en termes de start-up, je peux dire que j'ai eu l'occasion de travailler dans mon poste précédent avec des start-up, par exemple, israéliennes. Et donc, vous avez des gens qui ont 60 ans, qui ont une mentalité complètement de start-up. Et nous, on essaie de se mailler avec ces startups, alors je pense que c'est le cas des autres aussi, mais avec des Open Labs, par exemple, nous avons un Open Lab à Tel Aviv qui nous a permis de détecter cette startup israélienne, on a un Open Lab en Silicon Valley, avec Nissan on a des Open Labs en Chine, donc on a à la fois une logique d'ouverture vers les startups qu'on pousse au maximum via ces Open Labs, et on essaye aussi d'être maillé au niveau international par les ingénieries qui sont délocalisées. Nous avons aujourd'hui une ingénierie en Roumanie, en Inde, en Amérique du Sud, je dois en oublier, en Corée, c'est ça qui est bien avec les RH, ailleurs, c'est qu'ils en ramènent... Chine, en Amérique du Nord, voilà, en quelques mots. Alors, tu as cassé donc mes questions qui venaient après sur les startups, donc on va continuer et on va casser ça. Juste un tout petit mot sur le véhicule autonome, puisqu'on est chez Renault. Eric, sur le véhicule autonome, évidemment, il y a une forme de start-upisation, si je puis dire, parce qu'il y a des campus. Oui. De toute façon, vous êtes obligés avec tous les multitudes de fournisseurs. Je n'aime pas ce terme-là, de partenaires. Ouais, c'est très très moche. Avec des partenaires. Et c'est vrai que sur les sujets très en rupture, donc la voiture autonome, mais aussi l'architecture électronique qui a été évoquée du futur, on a besoin de sortir en fait de l'ingénierie, de la grosse ingénierie Renault. Donc l'ingénierie, c'est au Technocentre à Guyancourt, qui est vraiment le cœur un petit peu de l'ingénierie. Mais on est sorti en fait de ce monde-là pour aller se mettre dans un campus près de start-up. Donc on travaille avec des start-up comme Conergy, comme Chronocap, pour aller chercher des impulsions nouvelles et des modes de travail nouveaux, des modes agiles. Donc le campus Autonomous Driving, il est situé à Saclay, c'est une trentaine de personnes et on est vraiment dans un mode en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et juste à côté de nous, on a un campus d'électronique du futur, donc FACE, qui adresse aussi l'architecture électronique avec de l'Ethernet et la révision de l'ensemble des calculateurs qu'on a aujourd'hui et qu'on aimerait vraiment bousculer pour l'avenir. Donc effectivement un mode campus, start-upisation. Ouais. Je ne vais pas poser la question à Thierry Kamal, évidemment, parce qu'Intel, on savait que c'était start-upisé, il y a la culture existe, mais chez PSA, peut-être une culture un peu ancienne, l'idée qu'on a de PSA, et c'est pas du tout ça, parce qu'en tout cas, je le sais, moi, vous avez acheté... très protestante. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais on sait que, voilà, moi je le sais, en tout cas, que vous avez racheté des startups dans le monde, vous avez des laboratoires un peu partout, et toute cette culture de start-upisation, elle est en train de prendre vraiment chez PSA aussi. Oui, comme tu vois, on a fait beaucoup d'économies sur les cravates ces dernières années. Oui, on a beaucoup progressé au Babi aussi. On a mis à Vélizy, il y en a même un à Rüsselsheim, et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Carlos Tavares joue bien Je ne sais pas, j'ai jamais joué avec lui. Plus sérieusement, donc, oui, je crois que ça a été dit. Ce qui caractérise l'automobile en ce moment, c'est l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture, une ouverture à d'autres cultures, une ouverture mondiale, une ouverture fonctionnelle, une ouverture technologique.
des ruptures technologiques qui nous font complètement changer de paradigme dans notre monde. Donc une entreprise qui serait isolée dans la filière automobile aujourd'hui, elle est condamnée à disparaître. Et donc, ce qui est attendu de vous, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui est attendu de vous d'abord, c'est que vous soyez vous-même et que vous vous fassiez plaisir, parce que ceux qui viennent à reculons, de toute façon, ils ne restent pas. Ça reste un business difficile, mes collègues ne l'ont peut-être pas dit. Ça reste un business très exigeant, avec des enjeux monstrueux. Il ne faut vraiment pas y venir à reculons pour s'y faire plaisir. Mais quand on y est, la notion de hiérarchie, elle s'est complètement effacée par rapport à ce qu'on a connu et par rapport à l'image qu'on a peut-être encore, au profit de l'envie de travailler en collaboratif, au profit de l'envie de travailler tous ensemble, d'être complètement décloisonnés. Les initiatives à tous les niveaux sont vivement encouragées et vous pourrez en discuter avec Pierre-Yves Daché, notre représentant RH aujourd'hui, il vous le confirmera. On aime bien aussi l'orientation business, les gens qui savent prendre des risques à l'intérieur de l'entreprise, les gens qui ont des postures entrepreneuriales. Et tout ça crée un rajeunissement complet dans l'entreprise. Alors c'est bien entendu aussi impulsé par toutes les initiatives de relations avec les partenaires, avec les startups, les business labs. On travaille en partenariat avec un grand nombre de startups dans le monde. Les dernières viennent d'être annoncées dans le domaine de la mobilité aux US. L'ancienne filière automobile est en train d'être propulsée par un courant ascensionnel là, qui va vraiment nous amener dans un monde vraiment très ouvert. Et on a vraiment besoin de gens qui ont cette ouverture, qui ont cette largeur, cette hauteur de vue pour nous aider quelque part à franchir un step. Merci Laurent. Bah attendez, madame. Attendez. Attendez. Attendez, on va. Attendez, chaque chose en son temps. Attendez une seconde. Oui, attendez, non, on va. Non, mais c'est parce que j'ai plus de micro, c'est pas ça. J'ai plus de micro. Excusez-moi, 2 secondes. J'ai plus de micro. Je vous passe la parole, madame. Juste un tout petit point. On est en retard et donc je vois des signes très logiques et puis peut-être que nos jeunes amis sont en train de s'endormir petit à petit parce qu'on parle un peu beaucoup, mais en même temps, je ne voulais pas interrompre tout ce qui était dit. Je vais vous passer la parole, madame. Donc, en revanche, on est à la conclusion. On avait une partie qui était plus sur les compétences. Je crois qu'on va la sauter pour une bonne raison, c'est que tout au long de la matinée, là, on a parlé des compétences, on a compris l'évolution des compétences. Juste avant de vous passer la parole, je voulais d'abord remercier d'une part la présence des RH et je vais leur demander je vais donc les citer pour ceux dont je connais le nom, parce que je veux absolument qu'ils soient identifiés par vous pour que vous puissiez leur parler. Donc on va commencer pour Renault par Frédéric Blanc. Donc Frédéric, si vous voulez bien, vous levez. Donc voilà, Frédéric est à votre disposition pour le groupe Renault, responsable des ressources humaines. Pierre. Voilà. Par rapport à ce que racontait Thierry, qui est à côté de moi. Pour PSA, puisque Laurent vient d'en parler, Pierre-Yves Daché. Voilà, c'est rare d'avoir un homme, donc au milieu des filles. Régional de l'État, bah oui, applaudissez-le, il n'a pas fait l'ENSET peut-être, mais bon, on peut l'applaudir quand même. Pour Conti, Nadège Rock. Voilà, la dame en blanc, qui est pour vous parler. Voilà. On a pour IAV, dont a parlé Jean-Marc, Laetitia Astier. Où est Laetitia? Où est Laetitia? Laetitia, elle est là, au premier rang. Pour AVL, Catherine Lepke. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Voilà, donc qui se différencie en ne se mettant pas à sa place. Donc c'est comme ça, c'est très fort, vous l'avez reconnu. Claire Brière pour Actia. Voilà, pareil. Voilà, comme quoi, vous voyez dans la filière, on n'est pas complètement ordonné. Noémie Burgard, que je ne connais pas, pour Bertrand. Je ne le vois pas, Noémie Burgard. Bon, bah écoutez, voilà. Valérie Ropognol, que j'ai vue ce matin. Et est-ce qu'elle est dans la salle? Eh ben non, elle doit vous attendre dehors. Pour Safra, Myriam Parra. Ben voilà, qui voulait absolument parler. Ben voilà, elle est là. On vous a mal vu. Vouliez-vous, voilà. Pour Safra. Et qui va vous être à votre disposition. Cécile Brébion, est-ce que vous êtes là, Cécile? Papa, non, on n'est pas là non plus. Camille Lejeune pour LGM. Et puis pour un autre garçon.
Philippe Pierre pour l'IFP School. Philippe est à votre... voilà, l'IFP School qui recrute aussi les jeunes ingénieurs. Voilà, donc tout le monde est PO. Non, mais je voulais terminer par PO. Non, mais attendez, je vais... Charlotte, pour une bonne raison, c'est que Mehdi n'a pas arrêté de vous citer. Donc tout le monde s'est dit, c'est qui cette Charlotte? C'est qui cette Charlotte? Jean-François a dit, et Charlotte par-ci. Voilà, et bien Charlotte Rock, voilà, de Plasticomium, responsable des ressources humaines. Non, je n'allais pas l'oublier. Voilà, un tout petit mot sur cet ensemble. Avant de conclure, oui, vous vouliez dire quelque chose. Voilà, une intervention. Oui, bonjour, donc Marilène Cos à la SAFRA. Je voulais juste rebondir sur l'ouverture et vous indiquer que les femmes sont également les bienvenues dans l'automobile. Voilà. Et Pierre-Yves, pas que dans les RH, hein. Non, bien sûr, dans le monde de l'ingénierie. Oui, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. C'était pour vous dire que donc Marilène est ingénieure INSET également, et que chez Safra, on a... Et que dans le cadre du développement de notre bus du futur, qui est le bus Innova, qui est développé sur Albi, nous avons 3 ingénieurs femmes qui effectivement sont à la tête du projet. Et on a un large public aussi masculin, mais aussi des femmes. Et c'est vrai que c'était un point important qu'on voulait souligner aujourd'hui, puisqu'on a 100% d'intervenants masculins. Donc voilà, merci. Bravo. L'avenir étant les femmes dans l'ingénierie automobile, je vais vous préciser 2 choses que vous ne savez peut-être pas, mais que la directrice de la stratégie et de la recherche du groupe Renault, stratégie de la recherche et de la recherche, est une femme et qui s'appelle Virginie Maillard. Et chez PSA, elle s'appelle Carla Gohin. Donc c'est une femme. Donc dans les 2 groupes français, à la tête sont 2 femmes à la tête de la recherche et de l'innovation dans les 2 groupes. Je vous propose conclure. Je ne vais pas vous reposer les questions les uns et les autres sur les compétences. Donc on est tous venus pour vous rencontrer. On était un peu long, mais en même temps on avait envie de vous raconter un certain nombre de choses. Je préférais que chacun puisse se raconter, s'exprimer. Vous avez vu les RH. Donc maintenant, messieurs, mesdames, on vous passe un peu on est à Toulouse, donc on va vous passer le ballon. Et à vous de raconter, de proposer peut-être des stages, des emplois, des apprentissages, des carrières, à l'ensemble des VIE, à l'ensemble de nos jeunes gens que je remercie d'avoir été là aujourd'hui. On espère que vous avez été convaincus par l'automobile de demain. Merci.